Madame, Monsieur, merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte en parlant de Hakeremouna, qui tient désormais sa machine de guerre politique via cette plateforme pour la nouvelle République qui a vu le jour hier avec comme président Jacques Maboula, le maire de Yabassi, et comme secrétaire général Alice Sadio, la présidente de l'AFP. Ce qui confirme un peu ce qu'on a souvent pensé ici, que l'AFP serait le socle sur lequel Hakeremouna pourrait donc se mettre pour ses ambitions présidentielles. Et surtout dire qu'un homme, et pas des moindres, à rallier, soutient désormais Hakeremouna. Lui, c'est Eric Tchindjé qui a donc publiquement manifesté son soutien à Hakeremouna. On parle également du SDF, madame, monsieur, avec cette bombe qui pourrait se confirmer dans les toutes prochaines semaines. Ni John Fundi, le chairman du SDF, pourrait ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Bah oui, toutes les sources au SDF nous confirment cette nouvelle en espérant évidemment que cela se mette en place de manière officielle avant février prochain où, vous savez, on aura le congrès du parti de la balance et en disant surtout que le chairman devrait occuper un poste de président du Conseil national des conseillers qui justement est un organe qui devra chapeauter une présidence beaucoup plus administrative cette fois du SDF qui se dessine. Donc voilà, madame, monsieur, comment on ouvre cette émission ce mardi 16 janvier 2018 au Zénith. Bienvenue et encore, on va comme chaque matin installer le panel, un panel riche comme vous le savez, diversifié, avec monsieur Bachou Charlamel. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les parents d'élèves. Bonjour au ministre Ngale Bibé. Oui, c'est un fait clair. À Douala 3e, les proviseurs ont décidé de sanctionner les élèves avec des sanctions, permettez-moi la répétition, étonnante. Un sac de ciment, un camion de sable. Oui, c'est désormais cela, sauf qu'on ne baigne pas et on ne dépose pas au lycée. Où est-ce que vont ces sacs de ciment? Salut à vous. La question est posée et les réponses sûrement on pourra les avoir tout prochainement et surtout confirmer ce qui se passe là-bas. Même base donc sur ces sanctions qu'on pourrait qualifier d'abusives. Hein. Je le dis clairement, sans embâche ce matin et surtout sans avoir une certaine ambivalence ou une ambiguïté dans mes propos. On va également introduire sur ce plateau, madame, messieurs, ce matin, toujours au Zénith. C'est une femme au Zénith, j'ai souvent l'habitude de le dire. Elle, c'est Flora. Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver pour cette très belle matinée. Et lorsqu'il sera 11h passé de 5 minutes, une fois de plus, nous allons revenir sur ce qui fait le buzz sur la toile. Encore merci d'être là. D'accord. Donc c'est entendu également sur ce plateau, madame, messieurs, ce matin, le Bork Bengan. Bonjour et bienvenue, Bork. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à nos téléspectateurs. Ça me fait plaisir que le corps social du Cameroun commence à bouger pour les élections à venir. N'oublions pas qu'en 92, c'est l'Union du changement qui avait investi quelqu'un, un candidat plus consensuel. Si on peut parvenir à un candidat plus consensuel, ce serait encore mieux, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de candidat unique de l'opposition. Vivement que les Hakeremouna, les Amenembiele, les Cabral Libi et tout ce monde puissent trouver un candidat consensuel contre le candidat du RDPC. Voilà, et surtout, notez que le SDF est en ordre de marche et surtout, voir si ça se confirme, je continue à le dire, si le chairman Ni John Fundi n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle, quelle personnalité au SDF pourra porter cette candidature? On parle de Joshua Oshi, mais on verra si cela se met évidemment en place, mais beaucoup parlent beaucoup plus d'une présidence administrative du SDF dans les toutes prochaines semaines et dont le chairman Ni John Fundi aura toujours la main sur l'investiture des différents candidats du SDF aux prochaines échéances électorales, notamment législatives, municipales et autres. On va, madame, messieurs, démarrer cette émission avec un début effectif et efficient avec vous. Tendance la voyageuse. Bonjour et bienvenue, c'est l'histoire du jour qui se met en route. Bonjour Eric, il y a un monsieur que je ne vais pas prononcer son nom.
Et l'histoire du jour, c'est ces hommes-là qui fouillent dans le porte-monnaie de leurs épouses. Ces hommes qui fouillent dans le sac à main de leurs épouses. Porte-monnaie, sac à main. Vraiment. À l'heure-ci, je n'ai plus envie de reparler de ça demain. Monsieur, point. Papa, l'argent que tu as pris dans le sac de ton épouse, elle a dit que ce n'est pas son argent. Va remettre, pardon. Je te dis ça parce que je suis franchement choquée. Un bon boc. Il y a un monsieur, point, qui avait tel le nom Eric, qui a pris l'argent dans le sac de son épouse. Elle a dit que ce n'est pas son argent, que c'est l'argent de sa copine. Et l'argent là-bas, donc c'est pour acheter un paquet. Et le paquet va être arrivé à me lendemain avant 12 heures. Donc, Taku, pour tout le respect que je te dois, remets les 10 000 francs là. Tu as l'habitude de prendre, mais cette fois-ci, tu as appuyé sur déranger. Ton épouse est venue se plaindre à moi, ou elle est venue se plaindre chez moi, que chaque fois qu'elle dépose son porte-monnaie, quand tu as besoin de pièces, au départ ça a commencé par les pièces, mais par exemple 200. Elle dit, va prendre. Au départ, après, tu prenais encore sans demander. Prendre d'abord sans demander, c'est le vol. De deux, quand tu as besoin de 2000 francs, tu passes devant, tu fouilles son porte-monnaie, tu prends. Ce qu'elle vient constater, qui a touché. Oui, ben j'ai pris. Je voulais prendre une. Ben j'ai pris. Je voulais. Le tout-ci, c'est le vrai tour. Parce qu'elle m'a dit que tu as pris 10 000 dans son sac, 10 000 francs dans son sac. Qu'elle te demande des remèdes, tu dis que ouais, ben, c'est notre argent, je n'ai pas encore. Vous qui fouillez dans les poches, les porte-monnaies, les effets de vos épouses, c'est une dame en danger qui a pleuré, qui ne fait que pleurer. Qu'à l'heure, si elle ne supporte plus. Elle m'a même dit qu'elle ne savait pas qu'elle a fait un mari qui braque. Que tu as le comportement d'un braqueur. Je ne sais pas si c'est un vrai mot. Ça, je lui ai dit que c'est un gros mot. Elle m'a dit que non. C'est moi qui vois que c'est un gros mot. Que c'est elle qui sait ce qu'elle vit avec son mari. Donc, papa, je vais couper court en disant que est-ce que c'est normal de fouiller dans le porte-monnaie de son épouse? Point d'interrogation. C'est mieux de, pour moi, à mon avis, c'est mieux de demander avant de prendre. Parce que quand vous prenez et qu'on constate, qu'on demande, vous dites que mon argent c'est ton argent, non? Voilà ça. Un jour tu vas aller prendre l'argent du femme là. Si tu aimes l'argent du femme là, tu vas aller connaître comment. Elle m'a parlé de ses problèmes, elle est très choquée. Donc papa ne veut pas prononcer ton nom demain sur le plateau aussi. Remets les 10 000 francs là, c'était dans le sac rouge, accroché à côté de la penderie. Va remettre avant 15 heures, parce que demain, ce qu'elle va acheter va arriver à Melon, avant 12 heures. Fais vite, pardon. Vous me faites bavarder tous les jours. Alors, très bien. Alors, Charlamel, cette histoire confirme bien ce que beaucoup d'hommes pensent des femmes. Hein. Les femmes radines, les femmes qui souvent ont du mal à accepter hein, qu'on leur prenne quelques petits argent. On peut imaginer surtout un argent qui est pris par une autre personne, un argent qui est justement pris par cet homme à sa femme. Est-ce que au nom du principe de l'unicité des caisses dans le couple, un homme a le droit de prendre l'argent dans le porte-monnaie de son épouse? Charlamel. Non. Non, parce que la femme, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est elle qui connaît où sont les fourchettes. C'est elle qui connaît où sont les cuillères. C'est elle qui connaît pratiquement comment tout est disposé. Même parfois pour ses propres choses, hein, ses propres vêtements. À des moments, on demande à la femme. Oui. Que, mais je ne vois pas tel. Elle va te dire, regarde à tel endroit, tel endroit. Si tu ne vois pas là-bas, bon, fouille, c'est que ça doit être dans la corbeille. C'est la femme qui sait comment elle gère ce milieu. Donc, rentrer, pénétrer dans l'univers de la femme pour aller fouiller, vraiment, trop de points d'interrogation. Ça ne s'est jamais fait, ça ne commencera pas aujourd'hui. Ceux qui le font, c'est purement de l'occidentalisation que d'aller fouiller les choses de la femme. On dit bien les choses, les effets personnels de la femme. Rentrez dans son sac, vous allez voir, si vous trouvez ce que vous n'imaginez pas, vous gérez comment. Cela ne traduit pas, lorsqu'une femme se plaint de cela, est-ce qu'on ne peut pas interpréter cela comme d'un esprit radin? Non, là, ce n'est pas un esprit radin, puisque l'histoire nous dit qu'elle a l'habitude de donner à son mari, de dire à son mari, va dans mon sac, tu prends. La femme a l'habitude d'envoyer l'homme, donc c'est une habitude qu'elle a créée de manière volontaire. L'homme aussi s'est dit, bon, si je demande, elle va me donner, autant pour moi aller récupérer. Donc moi, j'estime que pour moi, à mon humble avis, je ne l'ai jamais fait.
Je n'ai pas été éduqué comme ça et je ne le ferai jamais de rentrer dans le sac et de prélever quelque chose sans autorisation. Non, c'est pas normal. Alors, Florazé, quelle est votre réaction rapide? Oui, je crois que vraiment, on peut nuancer. Parce qu'il y a des couples qui vivent une harmonie totale, hein, qui ne trouvent pas de problème à se prendre des choses. C'est-à-dire qu'on partage tellement tout que prendre 2000 francs, 1000 francs dans le sac de madame ne pose aucun problème. Moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a un problème du moment où, dès la base, comme la dame l'a dit tantôt dans l'histoire, elle avait à créer cette ambiance. Ça veut dire qu'à chaque fois que monsieur avait besoin d'un peu de jetons, elle disait, allez chérie, vas-y dans mon portefeuille et tout. Je crois que c'est ce qu'on devrait vivre dans le couple. Alors maintenant, pourquoi il y a donc cette cassure aujourd'hui? C'est parce que peut-être que madame avait eu certains plans, etc. et tout. Monsieur qui avait déjà cette fâcheuse habitude de le faire avec le consentement de sa femme. Mais non, madame trouve que c'est un problème. Non, je dis non. Du moment où la base, on a créé cette façon de faire ou de voir les choses en couple, pourquoi à un moment donné ça doit créer un problème? Quand tout est planifié pour les deux couples, ça veut dire que je sais que je fais ci, monsieur fait ça, etc. et autres. Maintenant, il peut y avoir des situations dans lesquelles on se trouve. Par exemple, monsieur est à la maison et la caisse, hein, je vais dire l'endroit où on a l'habitude de puiser et tout, se trouve bien là, et madame n'est pas là. Mais il y a une situation qui se pose à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur va tout simplement se servir et maintenant rappeler à sa femme qui viendra bien après. Et c'est vice-versa. Parce que moi, je ne trouve pas de problème à ce que madame aussi se serve dans les poches de monsieur. Du moment où on est donc commun accord, Eric Fopoussi, ça ne devrait pas poser un problème dans le couple. Non. Alors, bon, Bengan, c'est clair que là, on est dans une situation dans un couple. Hein, du coup, c'est assez compliqué de pouvoir dire ce qu'il y a à faire pour ce couple si le couple n'a pas peut-être au préalable établi des règles de fonctionnement. Ce qui est compliqué ici, c'est que le soi-disant modernisme voudrait que chacun ait une particularité de fonctionnement. C'est-à-dire que les 7,5 milliards ou les 8 milliards d'individus qui vivent au monde, chacun vient avec son idée et vous dit, moi, c'est comme ça qu'on va faire. Chez moi, c'est comme ça qu'on doit faire. Avec moi, ce sera ici ou rien. On oublie que les fonctionnements incombent à la culture de chaque peuple. De chaque peuple. Si on s'aligne sur ce comportement-là, on verra, on va donc s'engager à vivre conformément à tel ou à tel environnement, à tel ou à tel peuple, à telle ou à telle culture. La culture africaine, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On n'entre pas dans, j'allais dire, la chasse gardée de la femme. Et Flora a dit tout à l'heure, il peut arriver des situations exceptionnelles. Madame n'est pas là, une situation arrive, tu dis. Et à l'époque, à notre époque, il n'y avait même pas de téléphone. Mais on le sait. Non, on ne sait pas où elle garde l'argent. On attend. Même si c'est un cas de deuil, on préfère aller prendre l'argent à côté pour qu'au cas où madame viendrait, elle allait voir comment la situation se passait. Précisément parce que vous ne savez pas quel engagement vous avez pris. Peut-être l'argent que vous lui remettez, elle a fait un plan. Elle va, les ustensiles de cuisine manquent à la maison. Peut-être elle a planifié d'acheter des trucs pour les enfants, pour vous-même, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous venez, vous prenez, ça va casser tout. Ça va casser tout. Donc, nous, on ne prenait pas. Bon, d'accord, c'est bien compris. On ne prenait pas. Et donc, cet homme ne prend pas. Si vous voulez, vous lui demandez, elle vous donne. D'accord. En tout cas, moi, ce qui me concerne, hein, c'est clair que lorsque dans un couple, il y a parfaite harmonie, lorsqu'il y a dans un couple une certaine communication, une symbiose, une fusion entre deux personnes, moi, personnellement, je ne trouve aucun souci, aucun problème à aller c'est donc ça qui gêne, c'est ça que je vous reproche. Je ne trouve Ce n'est pas vous. Qu'est-ce que vous êtes? Inscrivez-vous dans une théorie, dans une culture. Vous n'allez pas gérer les 8 milliards de points de vue qui existent au monde. Oui. Il n'y en aura pas. À ce moment-là, c'est le mien là maintenant. Hein, j'ai dit oui, c'est le vôtre.
Mais vous allez donc dessiner votre femme sur un bout de papier qui va obéir à cette harmonie-là. Non, puisque donc, effectivement, je suppose qu'elle et moi, on se soit d'abord à un moment donné... Voilà, ça veut dire que si ces règles-là sont définies en fonction de ce que Foposi Negou pense, de ce que mademoiselle telle pense que sera l'épouse de Foposi, vous n'allez jamais vous entendre. Comment ça, Bobo? Voilà. C'est entre deux personnes qui s'arrangent. Si vous mettez ça dans un cadre défini, dit, vous savez, aujourd'hui on va vivre comme les Blancs qui vivent là. C'est-à-dire la culture occidentale vit que toi tu peux aller au cinéma, moi je vais au théâtre. Je peux vous dire donc, que... maintenant, je peux vous dire ou alors si vous voulez revenir dans la culture africaine, vous dites, bon, vous vivez comment? Je peux vous dire, Bobo Brigade, je peux vous dire sur ce plateau que je ne me pose pas ces questions-là de culture africaine. Ce que je me pose comme question en ce moment, c'est que est-ce que aller me servir dans ces poches, n'est-ce pas, pose un problème pour le couple? Justement, parce que c'est pas un détail. Vous permettez, je vais citer. J'ai compris. La question est non, parce qu'elle-même, quand elle se sert dans mes poches, moi, ça me pose pas de problème. C'est un détail. C'est un détail qui s'inscrit dans un fonctionnement global. Tout à fait. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, demain, quand quelqu'un viendra, il va dire, il veut la nourriture, vous allez faire comment? C'est un problème, un détail qui se pose dans le fonctionnement global. C'est le fonctionnement global de la vie de couple qu'on inscrit dans une ligne donnée. Tout à fait. Mais une réalité est claire, c'est que la confiance est au cœur de nos rapports. Absolument. Donc je ne lui fais aucun procès. Mais quand vous donnez 1 million à votre femme, vous avez confiance en elle. Je suis d'accord Alors, avec. oui, Chalamel, allez-y. Je pense qu'en Afrique, il y a une maxime qui dit: lorsque vous commencez à discuter avec la femme et qu'elle entre dans la cuisine, ne la suivez pas. Lorsque vous échangez avec la femme, elle entre dans sa chambre, suivez-la. Il a même maxime précise en disant que lorsque... Les bébés, vous voyez à quoi on réduit la femme? Non, pourquoi? Écoutez, vous avez... Demandez ce que ça veut dire. Ne tirez pas de conclusion. Quand on vous la donne, prenez-la et essayez de la disséquer, Florager. Ne vous laissez pas discret, Chalamel. Même ouverte, la chambre de l'homme, personne n'y entre. Même ouverte, grandement ouverte, personne n'y entre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsque l'homme a oublié de fermer la porte de sa chambre et est sorti, la femme même ne touche pas au poignet. Elle envoie l'enfant en disant, va fermer la porte de ton père. Donc pour dire que ça était toujours cela, respecter la chose d'autrui. Respecter la chose. Ce n'est pas parce qu'elle est votre épouse, parce qu'elle est votre femme, parce qu'elle est votre fiancée que vous allez vous donner des libertés de rentrer comme vous voulez dans son porte-monnaie ou dans son sac ou dans sa penderie. Vous avez totalement raison et je le dis encore, je reprécise ma pensée pour qu'on soit tout à fait clair. Je l'ai dit dans un contexte de commun accord, de commune vision du couple. Là c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, on ne conteste pas. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous êtes dans la civilisation occidentale où l'homme n'a plus de chambre. Non, c'est chaque couple qui crée son paradis, son harmonie. Ça n'a rien à voir avec... C'est que j'ai du mal à concevoir qu'un homme ne partage pas sa chambre avec une femme. Mais il a 3 femmes, il partage les droits de 4 Voilà, il fallait donc que Chalamel le dise. Non, il ne conclut pas. C'est la polygamie qui est la règle en Afrique. L'homme a sa chambre, les femmes en ont. le dites ici sur ce plateau. Quand Eric dit qu'il ne voit aucun problème, mais je vois. Il n'y a même pas un problème. Il y en a beaucoup. C'est toi qui ne vois pas. Ok. Lequel? Mon mari qui entre dans mon porte, qui fouille mon porte-monnaie sans demander mon avis, même si j'ai accepté au départ, tu dois me demander. C'est comme ça que tu vas entrer, même si c'était 1 million que tu prenais. Oui, non, ça ne se passe pas comme ça. Appelle-moi, mon bébé, j'ai vu l'argent dans ton sac, est-ce que je peux prendre? Il ne doit même pas le voir. Si je dis, d'abord même, bébé, est-ce que tu peux avoir tel montant, je veux telle chose. Ça dépend de moi à ce moment. Et prendre sans demander, c'est le vol. Tu es un voleur. Tu vois les gens qui veulent rester, tu veux rester avec mon porte-monnaie dans le cabas. Ou tu joues, je vais tout fermer la porte de ma chambre, de peur que mon mari va venir me fouiller. Tu es le bébé. Tu n'es pas un bébé. Tu dois dialoguer avec moi, demander mon avis. Voir l'argent que tu as pris qui n'était pas pour elle. Elle veut parler, tu dis que tu vas remettre, c'est votre argent, son argent. Ça ne se passe pas comme ça, non.
Il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Moi, je peux toucher l'argent de mon mari, fouiller même dans ses poches. Pourquoi pas? Mais pour moi, il ne peut pas fouiller. Nous, les femmes, nous sommes souvent trop compliquées. Si en partant fouiller, tu trouves les écorces, tu vas dire que tu partais fouiller quoi? Les écorces que je garde. Non, là, à ce moment, comment vous venez avec les écorces à la maison? Non, ça dépend. Moi, je peux prendre les écorces pour garder mon corps. Pour notre protection même. C'est le mari qui doit garder ton corps. Pour notre protection de la famille. Si tu viens là, maintenant, c'est tu pas les bon. écorces. Demain, tu vas devenir Dieu. On m'a dit que Là, c'est pas bon. La femme n'a accès aux effets de l'homme que lorsqu'il les lui concède les pantalons pour la lessive. C'est là où elle peut se permettre de fouiller les poches. Une femme qu'on surprend en train de fouiller les habits de son mari, fut-il même accroché au mur, est passible d'une répudiation. La femme n'a pas le droit de pénétrer dans les effets de son mari. C'est un devoir pour l'homme de dire, si tu apprends qu'il m'est arrivé une chose, si tu apprends que je suis dans telle situation, la première chose que tu as fait, le sac qui est là, saisis-toi de là. Et garde-le jalousement. D'accord. Voilà ce qu'un homme dit à sa femme. Très bien. Alors, quelques messages Florazé rapidement. Allons-y pour prendre les messages dans cette première partie de l'émission. Je vais m'exprimer aussi. Voilà. Bon, mais bon. Vous vous exprimerez après les messages. Allez-y. Alors, pour moi, l'homme a été... l'harmonie a été créée auparavant, mais cela en demandant avant de toucher. Il a pris le monsieur sans demander, c'est ce qui n'est pas normal. L'homme n'a pas le droit de le faire. C'est une réaction ce matin. Alors l'un des conjoints peut bien le faire, mais aviser à celui-ci avant qu'il ne constate de lui-même. C'est Edith depuis Bafoussam qui réagit. Les femmes fouillent les poches de leur mari plus que les hommes le font. J'ai fait l'accident avec dans un taxi. Au moment de faire le constat, à ma grande surprise, je constate que le taxi appartient à ma femme. Voyez-vous ça comment? Pourtant ma femme connaît. Vous la répudiez. Ça c'est un motif de divorce. C'est vous qui... Ok. J'ai dit dans le contexte africain, c'est un motif de divorce. D'accord. C'est bizarre du pain, oui, absolument. Continuez à lire les messages, je vous en prie, Florazé. Voilà, chez nous, l'homme n'a même pas le droit de se servir dans les marmites de sa femme. Absolument. Jamais. Absolument. Jamais. Vous attendez. Même rentrer à la cuisine chercher le plat. C'est pour cette raison que même lorsque l'homme rentre à 3 heures, elle doit venir chauffer la nourriture. Maintenant, votre comportement dit d'évolution. Que voilà, tu rentres, tu te sers, tu prends. C'est pour ça que lorsque vous parlez de l'harmonie, c'est un semblant d'harmonie. Quand on dit oui, tu peux entrer dans mon point de vue, vous ne pourrez jamais établir toutes ces règles-là. Chaque être humain vit ses émotions. Chaque être humain est libre de vivre ses émotions. Comment on va gérer les émotions de 8 milliards et aussi d'appliquer ses propres règles. C'est chacun qui vit sous un toit. C'est chacun qui se fixe ses règles et ses bases en couple. Bon. Alors moi, personnellement, il y a des couples qui s'entendent très bien. L'homme est à la cuisine, madame fait ci. Je dis que c'est une harmonie totale. Et ils vivent, ils sont heureux, ils sont épanouis. Vous sentez une bombe là, clairement. Oui, c'est un exemple que je donne. Madame peut être fatiguée, madame peut être malade. Monsieur se retrouve en train d'aider cette dernière. Pourquoi vous trouvez que c'est mal? Que c'est un homme qui n'est plus un homme? Qu'il est rabaissé? Non! Je trouve que chaque être humain a le droit de se fixer ses objectifs et c'est chacun qui ressent ses émotions. Encore plus dans le couple. Ne vivons pas la vie des autres ou de ce qui a été fait avant. Oui, Charles Amel, j'estime, ils ont été heureux avant. Mais aujourd'hui, il y a des couples qui se fixent ces règles et qui sont heureux. C'est ça l'essentiel. C'est d'être heureux à la fin. Parce que qu'est-ce que vous mettez dans l'émotion? C'est vous qui estimez qu'un homme... Non, laisse-nous. Vous avez exprimé ce que vous avez dit. Ne traduisez pas ce que nous disons. Ok, mais tout le temps, Charles Amel est toujours en train de traduire. Pour ajouter un peu de l'eau à votre moulin, Florazé, je voudrais dire que moi, je ne trouve aucun souci, mais alors aucun problème qu'un homme aide sa femme à faire la cuisine et qu'il soit à la cuisine avec sa femme. Je ne trouve aucun scandale à cela. Donc pour ceux... Non, ils existent. Moi qui vous parle, j'en suis un exemple précis et concret. C'est clair.
Bien sûr. Et je témoigne. Je ne Voilà. peux même pas rêver que mon frère a préparé à sa femme. Oh là là. Combien de fois quand tu avais Oh là là. avec ton mari pour qu'il ouvre la porte? Oh là là. Oui. Oh là là. Non, non, Si c'est que... un homme commence à entrer à la cuisine pour son épouse, si elle n'est pas malade, je vais réfléchir que peut-être c'est le Tobassi. Voilà. Dans le contexte africain, un bonbon. Oui. Oui. Tendance, Petit, Vous savez, Tendance a raison, parce que Mon justement, frère. on est enfui dans ce genre de pensée. Je veux pas c'est qu'on chez les Blancs Oh, et qu'on il y en a pas qui qu'on ont peur reparte de sur un nouveau s'exprimer. débat. Je veux pas C'est chez je veux les pas Il y qu'on en a qui reparte ont sur un peur nouveau de débat. s'exprimer. Florazé, je vous en prie, ils ont lisez, peur de ce qu'on va dire. lisez deux messages et Malheureusement, puis on avance. vivons nos vies. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que le mari se serve dans le sac de sa femme en cas de force majeure. Oui. Cas de force majeure. Là-bas, c'est constant. Oui, c'est... Alors, par rapport à la révélation de madame, on dit l'habitude d'être une seconde nature. Je parie que si cette femme qui avait pris l'argent de son mari, elle ne devait jamais remettre cette somme à ce monsieur, l'homme a tendance à simplifier et ne pas se plaindre. D'accord. Oui, mais il faut dire qu'elle n'a pas le droit de fouiller. Merci infiniment à Ça dépend des vous. contextes. Je continue, Ça dépend de rien Ça du dépend tout. des je contextes. continue Je dis à de le rien. dire. Chaque individu fixe les règles de sa Voilà. maison. Voilà, c'est un principe. C'est comme ça. Vous 8 n'entrerez milliards. pas, principe vous de n'entrerez vie, pas, c'est ça. vous n'entrerez Principe de n'entrerez vie. pas Non, chez ne dis moi pas non. avec les règles de votre maison Bengan. Voilà. Non, c'est Ça comme ne des- marche pas comme ça. Justement. Ok, d'accord. C'est donc comme ça. 8 milliards de points de vue au monde. On va Mais les que voulez-vous? assimiler. C'est 8 milliards de cerveaux. Absolument. Ah, alors. Ça veut donc dire que votre épouse aussi, vous allez demander à Dieu que comme je vais me marier dans 20 ans, donner Oui. une épouse qui va me faire ci et ça. Non, c'est bon, c'est une très question. clair. Non, c'est une question d'entente. C'est une question de principe. C'est d'accord, une question de dans une- culture. Vous n'allez pas, le monde n'a pas commencé à évoluer aujourd'hui. Mais c'est une le culture monde aussi vit, de existe depuis des négocier. milliards d'années, cher ami. Mais négocier Juste- est une culture. Bon, je vous assure. Négocier Est une en culture. fonction de... Il y en a qui négocient avec la machette à main, c'est ça négocier? Oui. Alors, Alors, c'est pas le ça jour que vous négocier. rentrerez chez vous, monsieur Fopoussi Negou, que votre femme vous dira qu'elle n'entre pas à la cuisine ou n'a pas pu entrer, et vous demandera d'aller préparer parce que vous connaissez si bien. Ne vous plaignez pas. Je vais le faire. Oh. Et il je faudrait vais- même que le jour je où... vais Ça le faire. dépend. Oui, Si le jour, vais le les faire. gens vivent le leur jour vie dans leur où maison. sa propre maman, mais c'est ce qu'on dit. Le jour où votre maman viendra, elle allait dire que non, chérie, toi, moi, maman, ici, c'est moi qui prépare. Mais pourquoi On pas? est Pourquoi ton vous nom trouvez va que être c'est... saccagé J'ai dans dit la que c'est Pourquoi bon. pas? J'ai dit c'est bon. Pourquoi Ton pas? nom Alors, va être merci, saccagé dans la famille. Il faut battre le merci, secteur. merci beaucoup pour vos, tendance. merci beaucoup pour vos scepticismes Et je vous assure que ces couples sont les plus heureux. sur ce plateau. Mais Très bon, épanouis. en tout cas, Merci pour les statistiques. je tiens surtout à le dire sur ce plateau et je pense que c'est la vie générale qu'on pourrait avoir et sortir de ce sujet avec cela, c'est que la culture n'est pas opposée à la négociation, à l'entente, aux volontés communes qui se retrouvent et qui au final, coalisent pour trouver un juste milieu. Donc merci infiniment à vous de penser comme vous pensez. D'ailleurs, je ne suis pas contre ce que vous dites, mais acceptez aussi que d'autres personnes, d'ailleurs, pensent différemment que vous. C'est cela la vie. L'émission se poursuit, mesdames, messieurs. On va prendre la colère de Charles Hamel. Et ce matin, on parlera de la pauvreté virtuelle au Cameroun. Est-ce la lutte contre la pauvreté ou la lutte contre les pauvres? A tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la pauvreté. Suis-je pauvre? Comment sais-je que je suis pauvre? Comment je fais pour sortir de ma pauvreté? Dans tous les cas, qui sont les pauvres du Cameroun et de quoi souffrent-ils? Je me demande combien de rounds a-t-il été livré et quel était l'arbitre et enfin quelle était la nature du trophée pour le vainqueur dans la lutte contre la pauvreté. Je me demande pourquoi tant de concepts pour un simple mot, la pauvreté. Lutte contre la pauvreté, réduction de la pauvreté, éradication de la pauvreté. En termes de statistiques, de combien a-t-elle reculé au Cameroun de 1997 à 2017? Les politiques implémentées ont-ils porté des fruits? D'ailleurs, de quel type de pauvreté s'agit-il? La pauvreté mentale ou la pauvreté physique?
En quoi consistait l'ensemble des programmes de lutte contre cette pauvreté fantomatique? Quelle est la nature des aidants et la contrepartie pour les pauvres les recevant? Peut-on se vanter d'avoir vaincu la pauvreté pour avoir donné 25 000 francs CFA à un pauvre qui avait faim, ou encore d'avoir aidé une famille pour un jour? Comment comprendre que malgré des indices de croissance promoteurs au Cameroun, si l'on en croit les discours officiels, la précarité reste un problème crucial pour la majorité des citoyens de notre pays, au vu de l'insécurité grandissante dans ce même pays? Circulez vous aussi dans les rues de Douala, Bertois, Bafoussam, Yaoundé, Maroua, Garoua, pour vous rendre compte du nombre élevé des nécessiteux qui abordent les passants pour obtenir ne serait-ce qu'une pièce de 100 francs. 100 francs CFA. Comment comprendre qu'avec 30 années et plus d'exploitation pétrolière, le Cameroun, dont les réserves sont finissantes, ne soit pas devenu un Eldorado, un Koweït, un Dubaï ou une Arabie Saoudite avec une réduction capitale du nombre de pauvres? Comment comprendre que c'est à la Banque mondiale ou au FMI de faire état du degré de pauvreté dans les pays africains et au Cameroun? Comment comprendre qu'en un laps de temps, le Cameroun soit passé de pays en voie de développement à pays à revenus intermédiaires, en passant par pays sous-développés, pays pauvres très endettés et enfin pays sous ajustement structurel? Comment comprendre qu'il aura fallu du temps et la pression internationale pour que l'on commence à apercevoir les traces des revenus pétroliers dans le budget de l'État, sans bien sûr que l'on sache exactement la proportion qu'elle représente? Comment comprendre le fait que le Cameroun s'est refusé d'adopter une loi sur la gestion des revenus issus des pipelines, alors qu'elle serait un véritable facteur de réduction de la pauvreté dans ce pays? De quelle pauvreté parle-t-on? De quels pauvres parle-t-on? Où sont-ils? Où vivent-ils? Point d'interrogation. Les causes de la pauvreté, on les connaît. La nature, le manque de moyens financiers, le manque d'infrastructures agricoles, la surexploitation de l'environnement, la paresse africaine, la surpopulation mondiale. Voilà les problèmes. Et n'oublions pas le problème de la dette mal posée. De quelle lutte parle-t-on lorsque depuis plus de 20 ans, l'on ne parvient pas à résoudre la question des catastrophes naturelles, comme les inondations, les tempêtes tropicales et les longues périodes de sécheresse qui cessent ou qui ne cessent de se multiplier, avec des conséquences calamiteuses pour la sécurité alimentaire dans le Grand Nord et l'Est Cameroun? De quelle lutte contre la pauvreté parle-t-on lorsque depuis plus de 20 ans, les paysans n'ont pas les moyens d'acheter des semences pour planter les cultures qui permettraient de subvenir aux besoins de leur famille? Les artisans manquent de moyens pour se payer les outils pour exercer leur métier. Les jeunes n'ont pas de terre, d'eau ou d'éducation pour jeter les fondements d'un avenir sûr. De quelle lutte contre la pauvreté parle-t-on lorsque depuis plus de 20 ans, le pays manque d'infrastructures routières, agricoles, telles que les routes, des entrepôts et des moyens d'irrigation avec des frais de transport élevés? Un manque d'installation de stockage et un approvisionnement en eau peu fiable, sans toutefois oublier une énergie pauvre en qualité. De quelle lutte parle-t-on vraiment lorsque depuis plus de 20 ans, les pratiques agricoles sont extrêmement médiocres? La déforestation, la surexploitation des terres et des désherbages épuisent la fertilité de la terre et sèment les graines de la faim. De quelle lutte contre la pauvreté parle-t-on depuis plus de 20 ans lorsque la paresse, l'évangélisation accrue, la surpopulation, le problème de la dette assomme le Cameroun? De quelle lutte contre la pauvreté parle-t-on lorsque depuis plus de 20 ans, les détournements, la corruption, la mauvaise gestion, les inégalités sociales, la fuite des capitaux, la mise à l'écart de l'agriculture, le manque de planification et de projets de société, le manque d'une vision commune, régionale et continentale ont fait le lit. Les pauvres ont faim au Cameroun et leur faim les prend au piège de la pauvreté. Faut possible. Alors, la pauvreté, il faut le dire, pauvreté monétaire, c'est lorsqu'on vit sous le seuil de pauvreté monétaire est de 309,131 francs CFA par jour. Donc vous comprenez que
Au Cameroun, on compte près de 8,5 millions environ de personnes qui vivent sous ce seuil-là, qui ont moins de 931 francs CFA par jour. Je parle sous le contrôle de Charles Hamel, mais également on parle de 37,5% de pauvres au Cameroun. C'est extrêmement grave. Cela est d'autant plus grave que, à contrario, ou bien de l'autre côté, on voit des gens de plus en plus devenir riches. Les riches sont de plus en plus riches. L'écart se creuse. Et lorsque je commençais ce programme, au début de ce programme, je disais souvent, il y a comme un creuset, comme un gouffre qui se crée entre les personnes qui sont pauvres et les personnes riches. Donc il y a un vrai gouffre, un véritable gouffre qui se crée. Alors, Moro Bengan, il a souvent été dit qu'on a le DSCE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui était censé mettre, du moins réduire la pauvreté au Cameroun, mais on se rend compte que rien n'a été fait. Alors on va, avec vous, établir le contexte juridique et historique de cette question. Attendez, lorsque vous me posez une telle question, vous-même vous êtes sérieux, oui, monsieur Foposi? Bien sûr. Ce document-là est élaboré au moment où le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. Vous êtes pauvre et très endetté et vous envisagez le développement quitter la pauvreté. Vous envisagez en sortir. Voilà, c'est pour ça que je dis, nous, de notre époque, oui, on ne fait que constater qu'aujourd'hui, on n'a même plus les larmes pour pleurer. Non, soyons sérieux. Il a parlé de la Banque mondiale tout à l'heure. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, la Banque mondiale a été créée pour enrichir les pays développés et appauvrir les autres. C'est-à-dire, il fallait recadrer ce que la partition du monde qui avait été faite dans des années 1800. Et donc, l'Allemagne n'avait pas bien compris la répartition après la guerre de 14-18. Il fallait donc maintenant repositionner, redimensionner les structures géopolitiques du monde, mais surtout économiques. Vous vous rappelez que on pardonne au général de Gaulle d'utiliser l'argent du plan Marshall, mais refuser d'aller à l'OTAN et laisser la France se constituer. Et aux autres pays, on leur dit piétinez-les. Je vous donne un exemple simple. 1960 est considéré comme l'année des indépendances en Afrique. Ce jour-là, cette année-là, les 20% des personnes les plus riches avaient déjà un revenu égal à 30 fois le revenu des 20 personnes les plus pauvres. 1980, c'est-à-dire 20 ans après, les mêmes 20% des personnes les plus riches, leur revenu est passé à 82 fois celui des 20% des personnes les plus pauvres. Oui. Voilà. En 2002, les 20% des populations les plus riches s'est accaparé de 80% des richesses mondiales et possèdent 80% des voitures du monde entier, les 20 personnes les plus riches, et consomment 60% de l'énergie totale utilisée. Alors là, voilà, c'est vraiment grave ce que vous décrivez. Ma source, oui, ça vient d'un type qu'on appelle Jean Ziegler. Jean Ziegler, oui, est un sociologue suisse, mais davantage, il a dirigé la Commission des Nations Unies contre la faim. Il a commis un livre qui s'appelle, écoutez bien, Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Ça a paru chez Fayard en 2002. Donc, il dit encore dedans, pour étayer son exemple, que le Niger, le Bangladesh et la Birmanie sont les pays les plus pauvres du monde. Or, le Niger produit 60% de l'énergie consommée en France. Via l'uranium. Voilà, je ne sais pas. Et où arriva à installer les rebords voilà, moi je parle de la gestion de Jean Ziegler. Non, j'essaie de nourrir vos pensées. Absolument. Il n'y a aucune pensée belliqueuse derrière ce que je précise. Aujourd'hui, 2017, 2018, nous sommes là, en fin 2017, les 225 personnes les plus riches du monde, sur les 8 milliards environ que nous sommes, totalisent quelque chose comme 1000 milliards de dollars américains. D'accord. C'est-à-dire environ 540 milliards de francs CFA. D'accord. 540 000 milliards de francs CFA. Une fois qu'on a dit ça, sur les généralités, revenons au Cameroun. Ce que vous appelez là, c'est rien du tout. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savent que c'est rien. C'est pour cette raison que même le président de la République, en lançant
ce qu'il appelle... Non, il a appelé lutte contre la pauvreté, vous avez dit là tout à l'heure. À ce moment-là, 1994, le PNUD, qui est généralement le Programme des Nations Unies pour le développement, qui contrôle les actions de tous les systèmes des Nations Unies dans le monde, avait justement enclenché une étude assez faite qu'on avait confiée à un autre organisme du système des Nations Unies, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Il a donc sorti un rapport en 2002 intitulé « Les pays moins avancés échappés au piège de la pauvreté ». Voilà, donc avec ça, c'est en 2002. Nous sommes en 2014 avec les chiffres que je vous ai dit. Est-ce que vraiment le système des Nations Unies là, aide les pays à sortir de la pauvreté? J'ai dit non. Donc en fait, vous qui croyez aux orientations des hommes politiques ou alors au discours sur la coopération et le développement, c'est votre problème. Alors vous faites donc un lien exogène sur le sujet de ce matin. Un lien qui fait croire que cette lutte contre la pauvreté a du mal à se mettre en branle parce qu'il y aurait une main, une main plus internationale qui empêche qu'on y arrive. Alors j'aimerais surtout qu'on revienne sur le plan du Cameroun pour que on comprenne bien les pesanteurs qui tournent autour de tout cela, parce que tout à l'heure j'évoquais le DSCE, le document, vous savez, de stratégie pour la croissance et l'emploi, qui avait prévu d'ailleurs un taux de croissance soutenu donc de 2010 à aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas parce qu'entre-temps, en cours de chemin, et c'est ce que racontent tous les experts économistes qui veulent défendre ce DSCE, là ils disent que le Cameroun a subi les attaques de Boko Haram qui a considérablement essoufflé ses ressources. Il y a eu la baisse des coûts du baril du pétrole qui a également eu son effet. On a aussi parlé dans tout cela de tout ce qu'on peut aujourd'hui évoquer comme contrainte dans l'administration camerounaise, les lenteurs et surtout la difficulté qu'on a aujourd'hui à mettre le train de la compétitivité, mais aussi le climat des affaires au Cameroun. Alors Charles Hamel, quand vous entendez ça, quand on vous déroule tous ces points-là, vous vous dites quoi? Vous vous dites que ce n'est pas recevable, que c'est difficilement soutenable, ce point de vue? Attends, oui, allez-y. Pourquoi on a créé la coton au Cameroun, alors qu'il y a le mil et le sorgho là-bas? On appauvrit les gens pour qu'ils cultivent le coton qui ne peut consommer pas. Non, justement, vous faites mention d'une vision politique et des choix politiques. Mais justement, c'est cela. Quand au moment où l'Office national de commercialisation des produits de base, l'ONCPB, donne des ressources aux planteurs, on leur dit non seulement vous ne donnerez plus de ressources aux planteurs de cacao ou de café, mais on va fermer parce que vous n'avez pas le droit de subventionner votre agriculture, alors que chez eux ils subventionnent. Aujourd'hui, l'ONCPB, qui aidait l'État à payer les salaires des fonctionnaires, avait été actionnaire, a été fermé. D'accord. Donc là, vous êtes dans cet environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Vous faites non, ça veut dire, on dit aux pays africains, comme vous êtes là, vous êtes là pour nous enrichir. Si vous ne vous enrichissez pas, vous qui êtes les dirigeants de ces pays, tant pis pour vous. Donc, nous voulons donner, produisez-nous les pauvres pour que l'argent qu'on aura récolté chez vous, on vient vous le donner par dose homéopathique, c'est-à-dire par des perfusions. Voilà on aura bien compris, par l'équilibre, parce que l'homéopathie c'est l'équilibre. Donc non, on va vous donner ça pour que vous ne mouriez pas tout à fait, mais pour que vous ayez un peu de force pour produire encore pour nous. C'est ce que j'appelle l'équilibre du corps humain. L'équilibre. Alors, Charles Hamel, vraiment il faut qu'on avance sur ce débat et qu'on comprenne pourquoi donc tout cela est ainsi. Donc cette lutte contre la pauvreté qui a du mal à se mettre en branle aujourd'hui, et que malgré tous les programmes qui sont conçus, tout ce qui est mis en place pour qu'on ait moins de pauvres au Cameroun, je rappelle quand même qu'il y a un objectif qui est assez cynique, je trouve qu'il est cynique. On estime que le Cameroun, en étant à 31% de pauvres, ça pourrait être un objectif atteignable. Vraiment, vous me faites rire. Vous parlez là comme les pasteurs qui parlent du diable sans avoir vu le diable. Le diable a fait ci, le diable fait ça. Ils ont vu le diable où? C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça la politique. De quelle pauvreté? Tant que l'on n'a pas défini la pauvreté dans son mal et sur le plan du fond et de la forme, on va combattre quoi? C'est un concept vide. C'est une coque vide, c'est une tombe. Belle, beau à l'intérieur, elle est toute belle, cette tombe à l'extérieur, mais à l'intérieur,
Il n'y a absolument Lorsqu'on rien. vit avec moins de 331... C'est les concepts des Occidentaux. Ça, c'est l'occidentalisation. Ce n'est pas africain. Nous n'avons aucun modèle africain de la pauvreté. Absolument. Nous n'avons pas de modèle camerounais de la pauvreté. C'est les Blancs qui nous disent que quand vous vivez en dessous de ci, je vous rappelle qu'avec 300 francs, on prépare. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans mon village, avec 300 francs, on prépare quoi préparer? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je voulais dire qu'au Cameroun, on n'a pas défini un type de pauvreté à la camerounaise. L'on parle de concept de la pauvreté tel que vu par les Occidentaux. Premier point. Le deuxième point, on connaît tous les facteurs de ralentissement, je ne parle pas de pauvreté, les facteurs de ralentissement de développement ou de la croissance de l'économie du Cameroun, on les connaît. Allez dans le Grand Nord, qu'est-ce qui occasionne la famine? L'insécurité alimentaire. Nous avons les inondations, ça a été résolu. Nous avons de ce côté l'invasion des criquets. C'est ce que ça a été résolu au niveau du Grand Nord. Nous avons au niveau de tout du Grand Nord ce problème de spéculation, problème de spéculation sur les produits. Oui. Est-ce que ça a été résolu? Nous avons un problème de planification dans les projets. Est-ce que ça a été résolu? Non. Revenons de ce côté du Sud. On dit qu'il y a trop de chômage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer des programmes. PAGEU, Piassi, Païja, Fonige, et tout ce que vous avez fait, ça portait quoi comme fruit? Concept creux, vide et nul. On les connaît, le problème. Nous avons la surexploitation de l'environnement. Vous avez fait un tour du côté de l'Est? Combien d'entreprises depuis 1960 exploitent le bois au Cameroun? Qu'ont-elles fait comme investissement? Y a-t-il une école dans les zones exploitées? Y a-t-il un dispensaire, centre de santé intégré dans cette zone exploitée? Y a-t-il ne serait-ce que des écoles ou des lycées? Que non. Les populations se retrouvent abattues. En termes de financement ou de paiement de rémunération, comment sont rémunérés les gens dans cette zone? Passons. On laisse de ce côté. Sur le plan de la santé, savez-vous que quelqu'un qui tombe malade à Angosas, qui tombe malade à Barbezé 1 ou Barbezé 2, qui tombe malade du côté d'Ayos, il va faire des kilomètres pour aller se soigner, ou il va à Dimako. Il tombe malade à Dimako. Il faut qu'il marche ou dans Delélé. Il faut qu'il marche pendant des kilomètres, sur des kilomètres pour aller se faire soigner dans la première unité dite de référence. Si sur le point de la santé, vous ne parvenez pas à vous soigner, vous pouvez penser comment? Si vous ne parvenez pas à manger, vous en atteindre quel objectif? On connaît les causes de la pauvreté. Ne pensez pas qu'ils la connaissent pas. Il faut qu'on définisse la pauvreté en termes camerounais. Nous avons le manque d'infrastructures agricoles. Ok. Je reviendrai. Oh, non, on a sorti du débat. Donc vous ne pouvez pas revenir lorsqu'on sort du débat. Mais ce qui est clair, c'est que on va peut-être papoter et disséquer comme on peut décrypter le terme pauvreté au Cameroun. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'on met un seuil comme celui-là de 931 francs CFA, ça a bien un sens et au moins il est loisible qu'on puisse atteindre ce seuil-là au moins. Florazé, je voudrais vous demander, quand vous regardez un peu le Cameroun, comment les choses se mettent en place, il y a quand même des efforts qui sont faits, ou bien vous vous dites que rien n'est fait? Non, rien n'est fait. Regardez seulement le panier de la ménagère. La ménagère souffre, Eric Fopoussi, et on est sorti de l'année 2017 avec une crise énorme. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y a des enfants qui meurent de malnutrition? Donc, ça veut dire qu'on est on est dans une phase très très critique. Alors, pourquoi? Parce que la lutte contre la pauvreté n'est plus vue comme avant. Aujourd'hui, c'est un marché très juteux. Je suis d'accord avec Bombok, où justement, il y a des gens qui se servent notamment de cette lutte contre la pauvreté pour s'enrichir, parce que c'est un marché qui met en jeu plusieurs milliards. Donc, il y a donc des personnes qui sont là, qui s'enrichissent et qui nous appauvrissent encore plus, que nous sommes encore beaucoup plus que nous sommes déjà dans une situation assez critique. Alors, comment comprendre? Quand on sort de l'année 2017 avec une crise alimentaire, on parle de l'insécurité alimentaire, et qu'on ne nous informe pas sur les mesures qui ont été prises dans l'extrême nord, à Marois, pratiquement dans toute la zone septentrionale du pays. Et il faut possible, on peut s'arrêter là. C'est très grave. Donc, il faut à un moment donné que les gouvernants africains, on est en Afrique. L'Afrique est la mer nourricière, qui a pas mal. Savez-vous que les plus gros diamants au monde sont déterrés en Afrique? Vous allez en Afrique du Sud, au Lesotho, allez voir comment les habitants, les gens vivent au Lesotho, au Cameroun et Centrafrique, par exemple, alors, donc ça veut dire que nos gouvernants africains ne sont pas sérieux. Et le problème est basique, Eric Fopoussi. Oui, vous posez là le problème de la répartition des richesses. Mais tout à fait, il faut qu'on... Et Charles Hamel l'a dit.
Il faut qu'on mesure, il faut qu'on cartographie les problèmes, les conditions de vie des citoyens camerounais, du Cameroun même. Est-ce que ces mesures sont fixées? Est-ce que ces mesures sont connues? Oui, Eric. D'accord. Ok, je vais essayer un tout petit peu d'attirer la foudre sur moi ce matin en faisant cette affirmation selon laquelle il y a les pauvres partout, hein, même en France, aux États-Unis, il y a les pauvres. C'est leur problème. D'ailleurs, en France, il y a près de 6 millions de pauvres en France. Mais c'est leur problème, ils travaillent quoi? Ils ont un sous-sol. Donc voilà. Pas de sous-sol. Ils doivent être pauvres. Oui, la foudre non, ils doivent être pauvres. Alors, tendance, clairement, on se rend compte ici qu'on est en train de disséquer, de dire clairement qu'au Cameroun, rien n'est fait pour que les pauvres deviennent beaucoup plus à l'aise et qu'on réussisse quand même à véritablement lutter contre la pauvreté que je appelle pauvreté virtuelle parce qu'elle n'est pas encore définie clairement au Cameroun. Alors pour toi, c'est quoi être pauvre? C'est quoi être pauvre pour toi? Pour être pauvre. Oui, c'est quoi être pauvre? On est pauvre, ça veut dire qu'on est pauvre. Et les jours où on reste, on ne mange pas. On boit le tapioca pour dormir. Passons. Comment reconnaître que je suis pauvre? Charlie, c'est quand j'arrive au marché. J'ai vraiment envie de manger un bon sauce d'arachide avec le maquereau, surtout la queue du maquereau. Et que mon assaut me dit qu'on ne voit plus les maquereaux. Où sont passés les maquereaux dans nos marchés? Point d'interrogation. Passons. Et quand tu parviens à trouver le maquereau, c'est 3 petits maquereaux comme ça à 1000 francs. La banane tendance. Comment reconnaître que je suis pauvre? Quand le soir, tes enfants rentrent de l'école, tu veux lancer l'œil dans les cahiers pour voir ce qu'ils ont fait à l'école. Parce qu'on va dire que quand tu vas lancer l'œil, que tu connais quoi. Je tiens l'enfant de la scie jusqu'au cours préparatoire. Passons. Et quand on te coupe la lumière, ça revient après 2 jours. S'il y avait les relations, il pouvait appeler pour dire qu'on a coupé, on me remet non Eric. Et sans me dire, sans passer les communiqués. Passons. De 2. Comment reconnaître que je suis pauvre? Mon père va être au courant de tout. Nouvelle année, nouvelle méthode. Au-delà de l'image, nous rendons compte. Papa, tu me vois. On va dire qu'il fait la taille pour venir étudier. Je fais. De 2. Quand tu es en face de toi un mari qui est enseignant, il a enseigné 15 ans, vous n'achetez même pas un terrain, vous êtes en location. Passons. Comment reconnaître que je suis pauvre? Quand tu travailles dans certaines sociétés, tu as ta pion. Pour te payer à la fin du mois, on parle sur l'argent. Que je paye comme ça qu'on a travaillé, quoi. Alors qu'on sait que c'est la sueur de ton front. Passons. Comment reconnaître que je suis pauvre? Quand tu veux manger au tourne d'eau, Eric, ton assaut t'insulte d'abord jusqu'à pour toi vient. Je coupe court en disant à Chalamel que ce qu'on prépare dans ton village avec 300 francs. Pardon, ne trompe pas les ménagères, selon cuit. Oui ou non? Oui ou non? Et on peut pas manger ça tous les jours, non, l'on cuit au village avec 300 francs, on s'en sort parce qu'il y a les ingrédients à la maison. Vous avez le maïs qu'on coupe au champ, qu'on sèche au grenier. On écrase à 100 francs. Maintenant, les ingrédients, on peut m'écraser à 150 francs, ça dépend. Les ingrédients sortent du champ, on prépare le cuit et les feuilles, on coupe du champ. Dis ça. Parce que quand tu dis qu'au Cameroun, avec 300 francs, on prépare, tu as appuyé sur gâté. Merci. Oui, Chalamel. Oui. Je vais aller un peu plus loin. Vraiment, en 30 secondes. Imaginez une femme qui va à Manja, à Banganté, elle achète 20 cajots de tomates à 14 000 francs CFA. Elle a calculé la pièce. Elle va payer le transport à 10 000 francs. Nous sommes à 24 000. Négocier la route avec les policiers à 5 000 francs. Décharger à 4 000 francs, à 200 francs la pièce. Ça va lui revenir à 33 000 francs CFA. J'enlève les tickets qu'elle va payer. Vous pensez que cette femme va revendre à combien? D'accord. Posez-vous la question. Et je vous dis que tant qu'on n'aura pas défini la preuve d'ici 6 mois, beaucoup d'entreprises ne vont pas supporter les nouvelles taxes. Tout ce qu'on raconte au niveau des ports autonomes et tout ça, les nouvelles taxes, les nouvelles charges qu'on va payer, beaucoup d'entreprises vont fermer. Absolument. Beaucoup d'entreprises vont fermer. Je ne sais pas si le chef de l'État se rend compte de là. Il est au courant. Beaucoup d'entreprises vont fermer. En 1990, Jean-Marc Ella a sorti un livre intitulé « Quand l'État pénètre en brousse ». Il faisait justement mention de ces réformes agraires que le gouvernement du renouveau avait prises à l'époque pour soi-disant lutter contre la pauvreté et contenir les zones rurales. Donc l'État a effectivement pénétré en brousse. Merci beaucoup à vous, les uns et les autres sur ce plateau. Merci également de nous retrouver sur Equinox Télévision. On vous l'a dit à suffisance. Au-delà de l'image, nous rendons compte. À tout de suite.
Et voilà, retour donc sur ce plateau du 10-12, le Zénith pour cette deuxième partie de votre émission, mesdames, messieurs. Émission reconnue d'utilité publique, on va le dire à l'entame de cette autre séquence de votre programme. On va également rentrer de plein pied dans cette émission, dans cette deuxième partie, avec les messages que nous recevons de votre part. Et c'est Florazé qui va s'occuper de nous les rendre pour qu'on soit tous d'accord. Oui, Eric Fopoussi. Alors, ces histoires de croissance ont quel impact sur le bas peuple? C'est une question. Pour réduire la pauvreté, il faut d'abord diviser les salaires des hauts gradés par 4, baisser les prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché et doubler, voire tripler le SMIC au Cameroun. C'est Yetna qui réagit ce matin. Au sein d'un couple, il y a des espaces privés. Sinon, la place de l'homme est-il à la cuisine? Doit-il fouiller dans les sous-vêtements de sa femme? C'est vice-versa. On ne l'a pas dit ici. Les pays luttent contre la pauvreté ou luttent contre les pauvres depuis la seconde moitié des années 90. Le bailleur des fonds internationaux a pensé à la socialisation. Ils se cachent derrière leur hégémonie et préservent leur politique pour déstabiliser les pays africains. Ils affichent la lutte contre la pauvreté comme objectif central de leur politique envers les pays du Sud. Ouais. Alors sachez, voilà, autre SMS. Je pense que la pauvreté s'accentue au Cameroun à cause de nos dirigeants qui ne pensent qu'à leur ventre, à leur famille, tout pour eux, rien pour les autres, les détournements de fonds et autres. Vraiment, il faut que la CONAC fasse son travail, sinon l'émergence en 2035 risque d'être un luxe pour nous. C'est Ashley qui s'intéresse. La CONAC fait son travail, mais les textes qui organisent la CONAC disent que son rapport doit être remis au président de la République. Et le président de la CONAC, Massi Gams, a demandé qu'on lui donne la possibilité de porter plainte contre ceux qu'il aura découvert comme détourneurs de fonds. Donc c'est un organe, comme on dit en termes juridiques, consultatif. Donc voilà, il est c'est un organe consultatif. Il voilà. fait son travail. Alors, Eric Fopoussi, si on était arrivé dans une zone comme une zone du littoral, comme celle du littoral camerounais, qu'on organise les pêcheurs en gîte, et qu'on donne les moyens aux pêcheurs d'aller en haute mer avec des quotas pour nous rapporter le poisson de bonne qualité, je vous assure que les Chinois n'auraient rien à faire au Cameroun. Parce que les Chinois, au niveau de la haute mer, sont ceux-là qui font du braconnage maritime sur certaines espèces. Oui. Si on avait donné la possibilité au niveau du Mungo à tous les jeunes qui voulaient se lancer de pouvoir rentrer, que ce soit dans le bassin de Yabassi, que ce soit au niveau de l'Est, je vous assure que beaucoup de jeunes pourraient démonter. On a créé, on a ce qu'ils ont appelé la facilitation de création d'entreprises. Oui. Beaucoup de jeunes ont créé les entreprises. Aujourd'hui, c'est où? Oui, CFCE. C'est où? Ça, la mère, je vous réponds Oui. que au milieu des années 90, le gouvernement camerounais a contacté une prêt auprès de la Banque africaine de développement pour organiser le secteur de la pêche. On a donné l'argent à cette groupe d'entreprises dont je ne citerai pas ici. J'ai dit même que les responsables de la nouvelle expulsion avaient fait la prison pour ça, pour avoir révélé que l'argent, cet argent qu'on a remis à ces entrepreneurs-là, n'a pas été utilisé pour la pêche. On les a mis en prison. Oui, Bon, c'est la raison pour laquelle on s'est dit. Oui. Bon, Non, non, d'accord. c'est pour vous dire que, bon, ils se sont pas, je n'en sais rien, mais je sais seulement que ça n'a jamais Mais c'est pour abouti dire à ça. aussi que, comme vous évoquiez tout à l'heure, Charles Hamel, le cas de la Chine, il y a aussi le Japon qui vient en puissance dans ce secteur et qui risque évidemment encore phagocyter. Le Japon, la Oui. Chine ont compris. Le Japon, par exemple, qui a perdu la Deuxième Guerre mondiale, Oui. avec même le scandale de Hiroshima et Nagasaki, Nagasaki, ont compris oui, ce qui se en passe dans 45. le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Occidentaux s'accaparent des richesses du monde pour Tout à fait. eux seuls. Et comment ils se sont organisés? Un pays comme le Japon, qui n'atteint même pas la moitié de la superficie du Cameroun, s'est organisé, s'est réorganisé. La Chine a refusé Oui. d'entrer au General Agreement on Tariff and Trade, qu'on appelait GATT. La Chine s'est fermée et est entrée à l'Organisation mondiale du commerce en 2002 seulement. Et aujourd'hui, la Chine domine le monde. Avec Donc, on a l'impulsion découvert de Mao la Tse-tung. OSK. Au lieu d'organiser les orpailleurs, en gic pour les permettre de fabriquer, de pouvoir mieux creuser, s'organiser et revendre à l'État du Cameroun, on a préféré Dioga laisser le... C'est pas normal. Surtout que le Capam- on lutte contre la pauvreté, surtout que le Ça Capam veut aurait dire pu la jouer son rôle. chose suivante, qu'on ait un président de la République qui va devenir, j'allais dire, comme un fou,
qui s'élève contre les accords de coopération en disant on peut même monter un général, mon général contre moi, il va m'assassiner le lendemain, mais je vais engager mon pays dans telle direction. Il dénonce les accords de coopération et il organise le pays. Et c'est ce risque que vient de prendre... Il faut prendre, c'est le seul risque que nous devons prendre. Et c'est ce risque que vient de prendre le président tchadien Idriss Déby, qui a justement diminué les indemnités de ses ministres et surtout réduit le nombre de ministères. Ouais, voilà. Sauf que ce n'est pas lui qui contrôle son pétrole. Donc je ne sais pas il a également dénoncé quelques accords aussi sur le franc CFA. C'est pas lui qui contrôle son pétrole. Mais au moins lui le dit. Non, la première mesure, me semble-t-il, vient du Sénégal. Quand Macky Sall dit « je dissous le Sénat », l'argent que je dépense au Sénat ne sert à rien. Il prend cet argent pour créer un central solaire. Oui, c'est aussi un exemple, les 27 Mais milliards le véritable problème, nous avons un sous-sol. On a appauvri le Cameroun comment? Le CAPAM qu'on a mis pour encadrer jusqu'à ce qu'on appelle l'exploitation artisanale. Le cadre d'appui de la promotion de l'artisanat minier. Pour aller au-delà de 30 mètres du sous-sol, je pense qu'un député RDPC même de la vallée d'une thème a créé un syndicat pour l'exploitation industrielle depuis, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Très bien. Mais sauf que l'État devrait s'en prendre, mais surtout dire à ses partenaires au développement, la France notamment, que ces accords, je ne les applique pas. D'accord. Et mettre en place, quitte à ce qu'on monte un général pour faire un assassinat. Mais bon. Le CAPAM, le cadre d'appui pour la promotion de l'artisanat minier, pour expliquer dans le mot CAPAM qui donc est censé exercer et surtout rassembler les intérêts des artisans et des populations dans les cadres. Mais sauf que là c'est compliqué et vous savez toujours, là je vous rejoins au Bengal en disant que effectivement les multinationales ont tendance à venir suffoquer tout ce qu'on a. On parlait de Bétaré en 1900 longtemps. Est-ce que CAPAM a organisé là-bas? Nous sommes passés en 3 phases. Lutte contre la pauvreté. Oui. A-t-on lutté? Réduction contre la pauvreté. A-t-on réduit? Éradication de la pauvreté. A-t-on éradiqué? Je vous suis sur ce terrain, la Chalamel. En tout cas, merci beaucoup, Florazé, pour ces messages. On a bien compris que de nombreuses personnes accostent, du moins, sont dans cette ligne que nous avons fixée ce matin, évidemment, de cet échec des programmes envisagés dans cette lutte contre la pauvreté que Chalamel qualifie de pauvreté virtuelle. Place donc maintenant à la revue des réseaux sociaux et c'est toujours vous qui vous y collez, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Alors, 3 informations au menu de cette rubrique. La toute première, c'est donc ce vent de panique qui a donc soufflé dans la région du sud-ouest, précisément à Buea. Donc, à l'origine de cette panique générale, une nouvelle ventilée à travers la toile, en tout cas sur les réseaux sociaux, indiquant que des individus mal intentionnés s'attaquaient donc aux écoles. Vous pouvez imaginer la suite, panique totale, des rumeurs donc circulant sur les réseaux annonçant une attaque des écoles aussi à Moyoka. Et puis certains enseignants ont dû opposer résistants aux parents justement qui venaient empêchant justement les parents de repartir avec les élèves. Les forces de l'ordre également se sont mobilisées pour constater par eux-mêmes les faits ventilés à travers les réseaux sociaux, mais aussi on a eu l'intervention du gouverneur de la région du sud-ouest qui a donc signifié qu'il ne s'agissait tout simplement d'une rumeur. Le gouverneur a appelé les enseignants, les élèves, commerçants et autres populations au calme et à ne pas se laisser distraire par ces actes d'intoxication et de manipulation de l'opinion publique qui visent tout de même à créer une atmosphère d'insécurité autour des milieux estudiantins et éducatifs dans la région du sud-ouest. Et merci évidemment pour ces images. On va surtout dire que Chalamel, cette histoire, ou bien cette information qui a ventilé sur Internet et sur les réseaux sociaux hier a créé une vague de psychose, mais il y a eu après une confirmation que tout était sous contrôle. Cela a tout au moins démontré que jusqu'à ce jour, les populations vivent la peur dans le ventre. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les populations n'ont pas encore été rassurées par la présence militaire dans cette zone. Cela démontre encore et à suffisance qu'il faudrait que les pouvoirs publics fassent un double travail pour rassurer les populations. La preuve, elle nous l'a dit,
malgré la présence des policiers et tout qui voulaient rassurer, les parents ne voulaient rien entendre, les enfants sortant, on les a vus déambuler. C'est dire qu'à un moment donné, on pose des points d'interrogation sur nos forces de l'ordre. N'est-il pas temps de rassurer? Bon, Bengan, il y a aussi que cela traduit un peu de l'enlisement de cette crise anglophone qui ne s'arrête pas. Tous les jours, un nouveau rebondissement sur ce théâtre-là. Oui, cela traduit davantage la volonté du gouvernement à ne pas résoudre ce problème. La militarisation de la zone, on a dit 1000 fois, ça ne va pas apporter de solution à ce problème. Et on a dit, on a militarisé pour sauver la rentrée scolaire. Mais qu'en sera-t-il de toute l'année scolaire? On n'a rien compris. Bon, voilà, on en arrive là. Il faut le dialogue. Comment rassurer les populations? Surtout, rassurer les populations ici signifie qu'on a réussi à contenir et les sécessionnistes et les actions nocives envers l'égard des populations. Cela, c'est le dialogue. Maintenant, vous ne voulez pas dialoguer avec ceux qui se disent ambazoniens, je suis d'accord moi aussi, mais quel cadre vous avez donc créé pour contenir cela? Vous avez dissous le consortium qui était, j'allais dire, la plateforme qui participait à cette plateforme de dialogue pour gagner. Vous n'avez pas écouté ce que les députés ont demandé, ce que les députés ont exigé. On va faire comment à ce niveau? Donc ça devient embarrassant. Oui, tendance. Ah, Eric, tel temps, oh là là, les mots me manquent. Quand je regarde comme ça, tu sens que depuis le trouble là, personne n'est plus concentré dans le sommeil. Si vous dites que de ce côté on doit encore bien, c'est que je manque. Et si une personne vous dit qu'elle doit encore bien du côté là, c'est que la personne manque. Parce que tout le monde sait ce qu'on appelle la guerre. Vous voyez comment vous avez traumatisé le pays. C'est d'un réflexe, c'est d'un calé dans la mémoire. Donc tu marches avec la peur, tu peux marcher avec la peur, tu veux manger ça avec la peur, mais quand même, on devait plus arriver là. Voilà. Et les gens qui restent derrière Facebook, les réseaux sociaux, j'aime dire qu'on me suspende ça. On va suspendre ça parce que vous restez derrière pour manipuler. On vous appelle les manipulateurs. On a dit plusieurs fois que le Cameroun c'est un pays indivisible. Pourquoi vous voulez nous diviser? Vous voulez tout mettre les gens dans... Quand même, non, grandissons. Ok. Voilà, dis donc, nous ne sommes pas les bébés. Toujours en train de dire qu'il y a telle chose qui s'est passée dans le sud-ouest. Il y a telle chose. Non, vous mentez. Même quand ça ne passe pas, vous dites tout comme ça pour rendre les gens rebelles. Le pays indivisible, c'est mon pays. Voilà, Cameroun, un et indivisible. Moi, je me suis traumatisée. Quand c'est comme ça, je ne dors pas bien. Ouais. J'avais déjà commencé à dormir un peu, mais vous m'avez fait toute cette nuit, je n'ai pas dormi parce que je dis que, waouh, qu'est-ce qu'on m'a encore dit de ce côté? Non, faites-moi aussi, libérez-moi, libérez mon esprit. D'accord, Florazé, l'autre information, rapidement. Oui, on a une image peut-être insolite pour vous, chers téléspectateurs. En tout cas, c'est une image qui fait donc le tour de la toile. Alors, tous ensemble, nous allons donc déchiffrer cette image qui suscite aussi pas mal d'interventions, alors qui a suscité pas mal d'interventions sur la toile, de commentaires. Alors, que faut-il dire? Parce qu'à travers cette image qu'on devrait avoir à travers votre petit écran, alors nous permet de disséquer une sorte de sensibilisation envers tous, alors qu'on soit blanc, qu'on soit noir, jaune, comme vous voulez, on a besoin de respecter des règles de base. Alors, ce n'est pas le moto-taximan qui nous intéresse, mais c'est ce monsieur tout au fond, à côté de ce boxon jaune qui, naturellement, est donc en train de faire un besoin vital. Mais doit-il le faire là? La réponse, on l'a clairement, c'est non. Alors, que se passe-t-il? Pratiquement aussi dans tous les secteurs, on voit que ces étrangers, quand ils arrivent ici, est-ce que c'est parce que justement, ils vivent les mêmes mentalités que nous vivons au quotidien et justement, ils s'arriment à ce qui est tout à fait normal, anormal, qui devient normal dans notre quotidien. En tout cas, c'est une image qui a été très bien fustigée, Eric Fopoussi, sur la toile. Bon, Bok, c'est à vous que je m'adresse là. Oui, mais chacun épouse le milieu et l'environnement au sein duquel il vit. Oui. Si vous allez en Allemagne maintenant, même si le feu est vert pour les voitures, vous n'allez pas traverser, même s'il n'y a pas de voiture qui vient. Vous allez voir les gens s'entasser parce que c'est vert pour les véhicules. Pour les motos. Lorsque ce sera rouge pour les véhicules, là, les véhicules vont s'arrêter, vous allez traverser. Donc, c'est automatique. Lorsque vous êtes là-bas, vous vous alignez pour acheter quoi que ce soit,
Mais à partir de l'aéroport de Douala, de Yaoundé, Simalène ou de Maroua Salek, vous allez voir que les gens ne s'alignent plus. Oui. Les gens n'alignent plus. Il y en a qui passent par derrière, va dire au douanier, non, mon sac, on ne le fouille pas. Bon, voilà, c'est comme ça. À partir de la porte d'entrée, vous entrez. Que ce soit au port de Douala, quand vous venez, bon, vous allez voir, vous ne vous alignez pas, vous ne vous conformez pas. Il y a comme un esprit bizarre qui prend possession de vos sens. Voilà, je ne sais pas celui qui a pris celui d'attribuer les étiquettes aux citoyens. Le premier Camerounais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, quand vous venez au Cameroun, vous vous conformez au Cameroun. Même si vous avez vos choses que vous faites ailleurs, vous allez faire comme on fait au Cameroun. Donc, la camerouniserie vont vous attraper. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et donc, contamine. En tout cas, souvent Charles Lamel, les gens ont parlé de mentalité camerounaise en évoquant ce type de comportement lorsque on urine un peu partout dans la rue sans aucun problème, sans Vous avez vu les toilettes publiques quelque part retenue. Alors, justement, les gens disent que, et on pourrait penser que au final, ce n'est pas vraiment cette question de mentalité camerounaise ou africaine qui est ici pointée du doigt. Ça pourrait être qu'il y a l'impunité et donc tout le monde fait un peu comme il veut. Moi, je ne trouve aucun problème. Hein. C'est-à-dire tout à fait normal, il se met à l'aise. À la différence des Camerounais ou des Africains qui vont à l'étranger, ceux-là, quand ils arrivent, quand ils veulent venir au Cameroun, ils prennent la peine de se renseigner. Comment on vit là-bas? Comment est-ce que les gens se comportent là-bas? Lorsqu'il arrive, il a 1 mois pour épouser, savoir qu'il peut boire, une jeune fille passe, il fait pss, pss, pss. Savoir qu'il peut boire, s'asseoir, provoquer, ça ne va pas déclencher la bagarre. Oui. Allez à l'Anse Raphaël, vous allez voir. C'est les Blancs. Les Blancs sont plus tropicalisés que nous. Je dis plus trop. Quand tu parles même de tu vas faire quoi? Moi, j'ai l'ambassade, qui va te défendre? Je vous l'ai dit. Et pendant que les sans avec vous, vous voyez le premier policier qui arrive, il commence à dire que monsieur, vous êtes attaqué, monsieur. Il dit non, non, c'est ce monsieur. Aussitôt les policiers tombent sur toi, on te roule de coups. Donc c'est pour vous dire que ça ne démontre que comment on vit. Voilà un vrai gars qui s'est tropicalisé et il vit comme un Africain. Qu'on ne le tire pas, qu'on ne tire rien. Vous allez voir des femmes ici. Faites un tour à Dakar. Faites un tour à Dakar, sur l'axe de Dakar, à partir de minuit, pour voyager à la Banganté et tout. Vous allez voir comment les femmes ne se dérangent pas pour baisser la culotte et faire pipi. C'est le civisme. On va dire quoi? On ne peut qu'ironiser en disant, voilà un gars tropicalisé. Mais c'est quoi l'origine, la cause de cette Mais moi, je ne vois pas de toilettes publiques à Douala. C'est la capitale économique de la CEMAC. Voilà, par exemple. Peut-être si vous vous envoyez, vous me dites. Moi, je ne vois pas de toilettes publiques. Et les pipis, on ne va pas les arrêter en main. Lorsque vous arrivez en Europe, lorsque vous arrivez à il y a des applications. Vous téléchargez l'application. L'application, vous introduisez l'adresse là où vous voulez aller. Cela vous présente le chemin très facilement, aussi simplement. Pourquoi c'est pas possible au Cameroun? Les rues ne sont pas identifiées, pas de matérialisation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Toilette. Cliquez même seulement, allez sur les pages jaunes du Cameroun, cliquez toilette, si vous allez retrouver ici. Où est-ce que vous pouvez faire pipi? Ça fait ma partie. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que, voilà, tendance qu'un homme comme ça arrive au Cameroun et se décide d'uriner comme ça et il ne craint pas une contravention? Il a vu les autres uriner. Sans payer de contravention. Il a vu. Les gens pissent comme ça au Cameroun, on pisse sur les pneus électriques. Sur les pneus de voiture, est-ce que c'est un problème? On pisse dans les rigoles. Et bon, on va parler des toilettes publiques. Nous-mêmes les Camerounais, si on fait les toilettes publiques, vous allez rambler ça. On vous connaît. Combien de fois dans les sociétés, quand il y a les toilettes, même les femmes enlèvent leurs serviettes hygiéniques pour aller boucher ça? Non, quand même, parlons peu, mais vrai. Vous n'allez pas tout demander. Si on dit la toilette publique, il faut qu'on en mette un policier à côté ou quelqu'un du BIR. D'accord. Ça marche. Les toilettes publiques, c'était à la douche, ou si je me trompe, parce que j'ai une bonne mémoire. Depuis là, je vais encore regarder. Même au lycée d'accord. Si ça existe encore. Si ça existe encore. Je pense que la couleur, c'est la couleur verte, là. Ce qui est au lycée. Si ça existe encore. On va mettre les gars du BIR sur les toilettes publiques parce qu'on nous connaît. Alors, il y avait un projet toilette publique mobile. Et les gars du BIR vont donner l'eau. Non, il y avait les sapeurs-pompiers arrivent. Il y avait un projet de toilette publique mobile qui était envisagé par la communauté urbaine de Douala, où on en est. Je pose la question. Avant ça, il y avait aussi un autre projet de remblage des trous avec du béton. Prévu, c'était avec mobile. Et qui va payer l'eau qui servira à l'évacuation des besoins? Voilà. Les projets sont en cours. On travaille dessus. Tous les projets, là, ne vous dérangez pas. Alors, Flora, oui, Eric Fopoussi, à vous, la toute dernière info, c'est donc le 5e
plus gros diamant au monde qui a donc été découvert au Lesotho. Et en tout cas, ça a également attiré pas mal de commentaires sur la toile. Il s'agit de la société minière britannique Gem Diamonds, qui a donc annoncé avoir extrait un diamant d'une masse exceptionnelle de 910 carats, déjà considéré comme l'un des 5 les plus gros jamais découverts sur la planète. Extrait de la mine de Letsand pourrait donc valoir jusqu'à 33 millions d'euros. Cette pièce est décrite de pureté exceptionnelle et illustre sa qualité. On rappelle que le Lesotho est donc un petit royaume au cœur de l'Afrique du Sud. Et puis auparavant aussi, on a eu le plus gros diamant au monde, le Cellulan, de 3,106 carats, découvert en Afrique du Sud en là, c'est la reine d'Angleterre, là. 1905, bien sûr. Des pierres qui étaient donc fractionnées et qui ornent justement le sceptre de Sa Majesté britannique. Le plus gros diamant jamais découvert depuis plusieurs siècles, d'un poids de 1,111 carats, découvert en 2015. Vous allez me faire avoir l'AVC sur ce plateau. Au Botswana. Et vous pouvez imaginer, Charles Hamel n'est pas la seule personne à être courroucée sur la toile. C'est énorme. Vous dites l'Afrique elle a donc la main nourricière des pays occidentaux. L'Afrique n'a-t-elle pas toujours l'expertise nécessaire pour une telle opération? Le continent le plus riche est donc le plus pauvre aujourd'hui. Alors, Moro Bengan, vous réagissez rapidement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un complot international pour appauvrir l'Afrique. Et c'est ça qui se justifie. Prenons le cas du Cameroun. Là, on parle du Lesotho. On a découvert le Lesotho, on a montré. On évalue ça à environ près de 18 milliards de francs CFA, si on veut faire les calculs plus rapides. Sauf que, pour le cas du Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit qu'il y a le diamant qu'on a découvert. La plus grosse réserve du monde à Mobilan. Voilà, non, on a découvert, on a donné aux Coréens. Et le chef de l'État a signé un décret, je pense en décembre 2010, où il dit il leur donne d'exploitation pour 25 ans, renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Mais sauf que là-bas, on prend le diamant, on amène à Séoul. C'est eux qui disent de quel diamant il s'agit. Et ils vous disent que voilà et tout. Et on vous reverse 20%. Le petit Lesotho a procédé par le transfert de technologies. Vous venez vous exploiter le diamant là. Et bon, nous on a été incapables de dire aux Coréens, venez installer le TIG ici, on va construire une université. Et j'allais dire qu'il va s'occuper de ces affaires de mines. D'accord. Non, on a refusé. Sauf que le Lesotho est pauvre. Oui, c'est ça. Le Lesotho est extrêmement pauvre. Hein? Quand on parle, on dit c'est une entreprise britannique, mais... D'accord. Merci infiniment, Florazé, pour ces informations de la revue des réseaux sociaux de ce matin. On va vous remercier infiniment pour cela. Madame, Monsieur, le Zénith se poursuit. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et donc pour en parler ce matin, le prince Béroné, bonjour et bienvenue sur le plateau, mon cher. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et donc du 5 février au 11 mars, c'est le Festival Fomaric 25e édition. Pour ce matin, première question, où en sont les préparatifs? Mais on va dire que les préparatifs se poursuivent. Vous savez, le 5 février avance à grands pas. Et on va dire que les taux se resserrent un tout petit peu. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Le club Camtel de Bépanda est en train de faire sa toilette des grands jours, est en train de refaire peau neuve pour accueillir dès le 5 février prochain la 25e édition du Festival Fomaric. On va simplement dire qu'au jour d'aujourd'hui, les castings se poursuivent, les présélections. On a déjà présélectionné les hôtesses qui vont nous accompagner pendant les 35 jours que durera l'édition 2018, autant pour moi, du Festival Fomaric. On va également dire que le casting pour ce qui est des plateaux découvertes, donc la course à la succession de Sénel, vainqueur de la première édition des plateaux découvertes, est d'ores et déjà ouverte. Donc
les présélections ont été également faites. On va également dire que les inscriptions sont terminées. Donc en ce moment, nous sommes à l'heure des constructions, de l'aménagement du village du festival, du côté du club Camtel de Bépanda, où nous invitons d'ailleurs les curieux à y faire un tour pour voir ce qui se prépare de ce côté-là. Très bien. Et donc on va demander comment se déroulent les compétitions et ont-elles déjà commencé d'ailleurs? Oui, les compétitions se déroulent plutôt bien. After School bat son plein. Tous les mercredis, nous faisons un tour dans les différents arrondissements de la ville de Douala. La semaine dernière, nous étions du côté du lycée bilingue de Bonabéry où tous les établissements de l'arrondissement de Douala 4e se sont retrouvés pour livrer leurs champions, dont les représentants de l'arrondissement de Douala 4e. Il y en a 2 qui vont se retrouver pour la phase finale au club Camtel de Bépanda le mercredi 7 pour la demi-finale, donc le mercredi 7 février et le dimanche 11 février pour la finale de After School. Donc on va dire que nous serons rendus demain mercredi à la 2e étape avec l'arrondissement de Douala 1er et c'est le lycée bilingue de Daïdo qui va accueillir les établissements de l'arrondissement de Douala 1er qui viendront justement là-bas pour rivaliser d'intelligence, de talent à travers les rubriques telles le match des incollables, le tir à la corde, la course dans le sac, le concours de danse, concours de chant, ainsi de suite. Et nous allons rappeler qu'à la clé, il y a 500 000 francs à gagner pour le vainqueur, 250 000 francs pour le second et naturellement beaucoup de lots encore qu'ils recevront, offerts par tous les partenaires dont les compétitions se déroulent plutôt très bien et en ce moment même le comité d'organisation est en train de boucler également avec la sélection de ceux qui compétiront dans la catégorie plateau découverte. Donc nous les invitons simplement à rester scotchés, Equinox Télévision, à consulter notre site internet www.festivalfomari.net où ils auront toutes les informations justement relatives à toutes ces compétitions-là. Bien. On sait également que le Festival Fomaric, c'est le lieu des spectacles et d'une programmation musicale haut de gamme. Alors, un mot sur cette programmation musicale et quels sont les artistes qui vont donc ouvrir le bal des spectacles? On a promis, le comité d'organisation a promis aux Doualais, à tous les festivaliers, plus de 500 000 qui sont attendus à cette édition 2018. La crème de la crème des artistes et justement pour ouvrir le bal, nous avons fait venir le garçon qui en ce moment, je dirais, souffle le chaud et le froid, fait la pluie et le beau temps sur l'univers musical camerounais. Le garçon qui demande à tout le monde, tu me dois de l'argent et tu prends du poids mon frère. Vous savez de qui il s'agit? Oh, bon, je vais simplement dire, il s'appelle Ghislain Dimaye. On ne vous a pas laissé. Donc, il va ouvrir le bal des spectacles et à côté de lui, nous aurons Lago Galaxy, Coco Argenté. Ce sera le 9 février, le vendredi 9, justement au club Camtel de Bépanda. Et le 10, nous aurons Copo qui sera là justement pour redynamiser les Mbindimo de base qui également donne rendez-vous ici. Son combat sur la scène camerounaise justement et ce sera au Festival Fomari. Nous allons parler également de Sergio Polo et de Loco qui seront là le 17 et naturellement nous reviendrons pour vous donner la suite de la programmation musicale. Voilà. Musicale artistique de Fomaric également. Un mot de fin de 30 secondes rapidement, mon très cher Prince Béronné. Oui, mon cher Eric Fopoussi, nous allons simplement en guise de mot de fin inviter nos partenaires, tous ces décideurs à nous rejoindre très rapidement pour qu'ensemble nous organisions notre fête. C'est l'événement de la ville de Douala, c'est l'événement du Cameroun désormais. C'est un événement qui nous tient à cœur et nous vous invitons simplement, cher patron, à nous retrouver pour qu'ensemble justement nous l'organisions et nous tenons à dire merci ce matin à monsieur le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, monsieur Louis-Paul Motazé, qui a rejoint les institutions, qui a rejoint ses collègues des arts et de la culture et du commerce pour accompagner le Festival Fomaric 2018. Donc nous vous disons infiniment merci monsieur le ministre et mesdames, messieurs, retenez la date du 5 février au 11 mars 2018, la ville de Douala sera en fête à la faveur de l'an 25 du Festival Fomaric. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday.
5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et voilà, sur le plateau du Zénith, mesdames, messieurs, très heureux, ravis, hein, nous sommes super ravis de vous accompagner encore cette matinée sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Et au chapitre des comptes rendus, voici le compte rendu de l'interpellation de ce matin. Nous constatons que nos enseignants ont des connaissances, mais la façon de transmettre ces connaissances est tellement difficile. Et pour améliorer ce problème, les enseignants vont avoir une pédagogie professionnelle pour améliorer leur façon de faire face à la profession d'enseignement. Voilà, donc les enseignants, j'ai toujours du mal à parler des enseignants parce que j'ai beaucoup de respect pour ces valeureuses personnes, parce que l'enseignant est le socle, vous savez, de notre société. Et donc, chaque fois qu'une pique est envoyée contre eux, ça me paraît toujours difficile. Bon, Bengan, je vous laisse réagir et je vous laisse agir aussi. Non, mais il y a un comportement typiquement camerounais. Voilà quelqu'un qui n'a pas appris la pédagogie, qui apprend la pédagogie aux pédagogues. Là, je pense que c'est trop de prétention. Ainsi, nos enseignants ont des connaissances, mais ils ont des difficultés. Ils ne savent pas comment. Il faut faire une pédagogie professionnelle. Il faut. C'est quand même un peu gros. Oui, j'ai eu du mal. Oui, soyons un tout petit peu sérieux. Qu'est-ce qui fait problème au niveau des enseignants au Cameroun? Le premier problème, c'est la coupe des salaires. On ne peut pas vous diminuer votre salaire à hauteur de 70% et vous tenez. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, ils tiennent par... Ils ont tellement serré la ceinture qu'ils n'ont même plus de rênes pour serrer cette ceinture. Ils ont retouché les manches jusqu'aux épaules. Donc, il faut quand même qu'on soit sérieux. Quand ça, la situation dans laquelle ils vivent. Si c'est du supérieur notamment, ils n'ont même pas de bureau pour préparer les cours. C'est de la maternelle, du primaire, on les a abandonnés depuis longtemps. Le Cameroun a besoin aujourd'hui, au niveau du public, plus de 100 000 enseignants, mais depuis 15 ans, on ne recrute pas. On a sorti un moment où on vous dit, au bout de 10 ans, on va les recruter de manière systématique, on ne le fait pas. L'extrême nord seulement a besoin aujourd'hui de près de 5 000 enseignants, il n'en a pas dans le secondaire. Le reste du pays, n'en parlons pas. Donc, en fait, lorsque nous avons... C'est une profession qui... abandonnée, de plus en plus, qui est abandonnée. Voilà les gens qui ne suscitent plus de qui nous inculquent la connaissance, qui nous donnent l'instruction nécessaire. On leur demande de faire l'adéquation formation-emploi. On ne leur donne pas les moyens. Vous avez vu, même certains salles de classe où on s'assoit pratiquement au sol. L'enseignant vient pour le primaire, pas qu'un minimum, 2 boîtes de craie, plus de crayons à billes pour tout un établissement ainsi que complet de la SIL au cours moyen 2. Et à votre suite, bon, je voudrais rappeler quand même qu'on note désormais un désamour, hein, parce qu'à force de cogner sur une telle profession, les gens ne veulent plus y aller. Et d'ailleurs, quand on organise un concours de lignage, vous voyez, on veut par exemple 450... On a abandonné, on n'a pas cogné sur eux, on les a abandonnés. Mais c'est des coups qu'ils reçoivent dans leur vie quotidienne, hein, lorsqu'ils sont abandonnés. Moro Bengan. Alors, Chalamel, peut-être aussi une réaction? Oui. Posez la question à tous les élèves, ils vous diront, il y a des professeurs, lorsqu'ils donnent cours, on n'a pas besoin de copier, on comprend. Il y a d'autres, lorsqu'ils dispensent leurs cours, faire quoi, rien n'entre dans la tête, on copie seulement pour copier. Tous ceux qui ont été élèves le savent. Il y a ceux qui le font avec passion. Je n'oublierai jamais mon professeur de philosophie, Monsieur Nyepi. Ce monsieur, lorsqu'il donnait cours de philosophie, il nous disait, je ne peux pas enseigner. Lorsqu'il entrait dans la classe, il dit, me permettez-vous d'avoir mon bâton de cigarette? Sans cela, je serais un mauvais enseignant. C'était une négociation.
Les élèves, tous on avait accepté, allez-y. Mais en aucun moment, il n'a fumé en salle. Il allumait, il déposait à la fenêtre. Mais si c'était pas mon exemple aussi. J'ai dit, il allumait, il mettait à la fenêtre. Durant tout le cours, vous avez l'impression qu'il va aller. Vous vous attendez à ce qu'il aille prendre la cigarette, mais il n'allait jamais prendre la cigarette. Donc pour vous dire que il nous a inculqué le travail, le moi. Je vous assure, aujourd'hui, je peux vous faire cours de philosophie. Je n'ai pas besoin d'avoir un document parce que c'était une causerie, c'était une conversation. Oui, même à l'église. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs. Lorsqu'ils montent sur la chaise, ils commencent à prêcher. Beaucoup de fidèles suivent. Après, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui préfèrent aller au culte de X prêtre ou de X pasteur, le X pasteur qu'à tel autre, parce que c'est ça la difficulté. Donc, bon, on ne peut pas en vouloir. La réceptivité n'est pas la même. Elle a dit les enseignants. Elle a dit les enseignants. Voilà, elle n'a pas dit comme l'autre, certains enseignants. Oui, article. Elle a dit les enseignants. Le français n'est pas sa langue, bon, question de les parler. Voilà. Non, oui, Eric Fopoussi, mais pour la plupart, je suis d'accord avec Mbombog, parce que ce n'est pas... Il faut changer les conditions de travail des enseignants au Cameroun. Sinon, on aura toujours ce problème où il y aura toujours cette négociation entre l'étudiant ou l'élève et le professeur, entre l'élève et le maître, etc. Parce que les deux ne vont pas très bien. Donc, ils sont obligés d'être en négociation, de se parler, de se comprendre justement pour arriver à une suite favorable. Et c'est le même scénario qu'on vit au sein du corps médical. C'est-à-dire que les conditions de travail sont tellement néfastes, c'est-à-dire très tristes, que justement quand vous allez dans une institution hospitalière, pour qu'on vous donne les soins adéquats, ce n'est pas toujours ça. Pourquoi? À cause des conditions de travail. D'accord. Je crois que c'est ça le problème. Ok, tendance, oui. J'ai dit qu'on a chassé ma copine et bois. À Martin Luther King à Banda. Comme la poule, vous avez ri. Vous voyez nos bonbons. On s'abstient de rire aujourd'hui. On s'abstient de rire aujourd'hui. Vous avez ri. Vous voyez comment les enseignants... Et pourtant, la femme là, ce n'est pas que c'est passé, c'est ma copine. Elle enseigne bien. On me fait les farces que depuis qu'elle n'est pas là, ses élèves pleurent jusqu'à... Parce que la maîtresse qui a ne fait que fouetter les enfants matin, midi, soir. Il faut aussi savoir manager les enfants. Vous n'avez pas venu apprendre les enfants, leur frustrer, leur taper, non. D'accord. Il faut dialoguer. Merci beaucoup pour cette interpellation qui nous a permis de penser à nos chers enseignants. Je salue d'ailleurs tous les enseignants qui nous regardent ce matin sur Equinox Télévision. Sachez-le, on vous respecte tous autant que vous êtes. Parlons maintenant de santé avec le Vombio Oméga 3 et vous savez que celui qui souvent est chargé de nous présenter cette merveille qui va vous apporter de beaux miracles, lui c'est Constylamine. Bonjour très cher. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout un bonjour à tous ces nombreux fidèles du concept Salaka qui accueillent encore ce matin chez eux la solution magique à ce produit révolutionnaire, à savoir le Vombio Oméga 3. D'accord, donc le Vombio Oméga 3. Et comment les Camerounais ont accueilli le Vombio Oméga 3? Alors il faut rappeler que l'accueil est plutôt, c'est-à-dire l'accueil se passe plutôt très bien. Ils sont très nombreux qui nous appellent tous les jours de lundi à dimanche. Déjà je sors de Yaoundé où j'ai eu l'occasion de livrer pas mal de personnes le Vombio Oméga 3. J'étais du côté de Yaoundé, du côté bien sûr de Mbalmayo et j'étais bien sûr très bien accueilli de ce côté-là parce que nos téléspectateurs étaient très contents d'être en contact avec le concept Salaka et d'avoir directement leur Vombio Oméga 3. Et ce matin je remets encore ça pour attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent à la maison, de tous ceux qui nous regardent, c'est-à-dire dans un bureau, de tous ceux qui nous regardent dans leur, c'est-à-dire sur le lit d'hôpital, que la solution aujourd'hui, c'est bien entendu ce produit miraculeux, ce produit magique, à savoir le Vombio Oméga 3 qui vous interpelle tous encore ce matin. Nos téléspectateurs qui ont, semble-t-il, accueilli de très fort belle manière ce produit, le Vombio Oméga 3, un médicament si vous souhaitez que je prenne ce terme-là. Alors parlez-nous une fois de plus justement de ce Vombio Oméga 3 Constylamine. Alors il faut rappeler, chers téléspectateurs, que le Vombio Oméga 3 est donc ce produit qui vous permet bien entendu de prévenir et de contrôler les risques du diabète. Alors vous qui êtes déjà diabétique, aujourd'hui vous pouvez contrôler les risques du diabète en consommant
consommant votre Vambio Oméga 3. Je n'ai pas dit que le Vambio Oméga 3 traite le diabète. Non, vous savez très bien qu'à Salaka, nous ne disons que la vérité et rien que la vérité. Donc le Vambio Oméga 3 permet de prévenir et de contrôler les risques du diabète. À côté bien sûr de cet élément-là, il faut rappeler également que le Vambio Oméga 3 vous permet également de prévenir et de réduire les AVC. Alors ça ne servira à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on sera victime d'un AVC, alors qu'on peut l'éviter en consommant son Vambio Oméga 3. On parle également du Vambio Oméga 3 comme étant ce produit qui vous permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement. Chacun de nous appelé à vieillir, ça je le sais. Alors pour être à l'abri des maladies liées au vieillissement telles que l'Alzheimer, il serait préférable dès à présent d'avoir son Vambio Oméga 3 à la maison. On va également rappeler que le Vambio Oméga 3 permet également de prévenir et faciliter la guérison des inflammations. Ça, c'est très important. Je m'arrête un tout petit peu, c'est-à-dire sur cette phrase, pour dire tout simplement que ceux qui ont une inflammation et qui veulent bien entendu que cette inflammation guérisse rapidement, la solution, c'est le Vambio Oméga 3. Vous voulez également être à l'abri des inflammations, il serait préférable aujourd'hui de consommer votre Vambio Oméga 3. Voilà donc quelques éléments qui font du Vambio Oméga 3 une véritable solution de prévention. Pour dire tout simplement, Eric, ça ne sert à rien de dépenser des centaines de mille. Ça ne sert à rien, c'est-à-dire de souffrir à longueur de journée, alors qu'on peut prévenir sa souffrance. Et aujourd'hui, prévenir les AVC, prévenir et contrôler les risques du diabète, prévenir et faciliter la guérison des inflammations, garder la bonne humeur à longueur de journée. Chers téléspectateurs, il ne vous reste plus qu'à appeler dès à présent nos numéros de téléphone et d'avoir votre Vambio Oméga 3, quel qu'en soit où vous êtes. Vous êtes bien sûr du côté de Yaoundé, du côté de Bafoussam, du côté de Mbalmayo, du côté de Garoua. C'est pas la peine de vous déplacer parce qu'aujourd'hui, grâce au concept de Salaka, on peut recevoir sa marchandise à la maison sans toutefois se déplacer. Alors là, c'est très important. Dis bien, on peut recevoir son Vambio Oméga 3 à la maison sans se déplacer en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone, comme je l'ai si bien dit, qui s'affichent au bas de l'écran, tout simplement pour être livré, ou alors rendez-vous directement dans notre point de vente à Douala, notamment Ange Univers, situé en face de l'immeuble Beneficial Life Insurance. Donc le prix également est demandé ce matin. Ah ben oui, après avoir donc présenté le Vambio Oméga 3, il est question présentement de le vendre. Il est question de parler du prix. Ah ben oui, le Vambio Oméga 3 coûte 5 000 francs seulement. Je n'ai pas dit 50 000, chers téléspectateurs, non. Je n'ai pas dit 150 000, mais non. Ça ne coûte que 5 000 francs et c'est à la portée de tout le monde, dont chacun peut avoir son Vambio Oméga 3 à la maison en déboursant tout simplement la somme de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, je dis bien c'est 30, une boîte scellée, oui, contenant 30 gélules. Et je rappelle que c'est 1 ou 2 gélules par jour pendant le repas. Donc écoutez-moi attentivement, chers téléspectateurs, je dis bien c'est 1 ou 2 gélules par jour pendant le repas et le prix, comme ça s'affiche à l'écran, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules de Vambio Oméga 3. Alors tout le monde aujourd'hui, on ne parle que du Vambio Oméga 3 pour dire également à nos amis bien sûr de Kumba, de Tico, de Limbe, de Moutenguene, you want buy, you want just not say you AVC, you don't get AVC tomorrow, you want reduce complication for diabetes, you want be fine, just call just no, and you buy a Vambio Oméga 3, you do for that stuff for Kumba, for Tico, for Limbe, for Bameda, for Nyasoso, just call for that number, just no, because when you call for that number, just give me all the information. Me, I go send you your Vambio Oméga 3. Not très fier, non small. Donc n'ayez pas peur, chers téléspectateurs. Passez vos commandes, ça ne sert à rien d'hésiter, ça ne sert à rien de paniquer. C'est le concept de Salaka et le concept de la crédibilité, le concept qui vous rassure. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Rendez-vous pour ceux qui sont à Douala, à Aqua, en face de Beneficial Life, chez Ange Univers, et achetez votre Vambio Oméga 3 à 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et je vais tout simplement rappeler à tous nos téléspectateurs, prévenir vaut mieux que guérir. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on est victime de l'AVC. Ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de mille quand on a une inflammation. Merci. Avec 5 000 francs, vous êtes à l'abri de l'AVC. Avec 5 000 francs, vous contrôlez votre risque, c'est-à-dire vous contrôlez votre diabète. Avec 5 000 francs, vous gardez la bonne humeur en longueur de journée. Avec 5 000 francs, vous êtes en bonne santé grâce au Vambio Oméga 3. Voilà, merci beaucoup à vous, Constilamine. On vous retrouve très prochainement sur Equinox Télévision. On poursuit cette émission peut-être
avec vos nombreux messages que vous nous envoyez en réaction aux nombreux sujets que nous avons également sur ce plateau. Vous savez, on a des sujets qui sont assez poignants chaque matin avec l'histoire du jour, de tendance, mais également la colère, les chalamels qui peuvent susciter en vous quelques réactions. Et celle qui est chargée justement de vous porter ces messages-là, ces réactions, nous les porter sur ce plateau et vous également à la maison, c'est bien Florazé. Allez-y Florazé. Alors, autre SMS depuis le début, c'est clair. Si l'homme avait l'habitude de prendre dans le portefeuille de sa femme, qu'elle ne se plaigne donc pas. Je ne vois aucun problème à ce niveau. Voilà. Donc, l'homme peut prendre à l'insu de sa femme, si c'est fixé dans les règles de la relation, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est ce que le SMS voulait dire. Alors, autre SMS pour ce matin, on n'a pas besoin, par rapport à l'histoire, le mari doit demander à sa femme avant de prendre, car il est l'homme, dont le chef de la famille, l'homme doit garder son statut. Dans le mariage aussi, l'homme est le chef de la femme, donc il n'est pas permis de prendre dans le porte-monnaie de sa femme. Alors, autre réaction, je pense que quand on est marié, on forme une seule et même chair. Selon le mariage, je ne trouve pas d'inconvénient qu'il fouille dans les affaires de sa chérie. Surtout si vous avez signé communauté de biens, voilà. j'imagine encore. Merci beaucoup à vous Florazé pour ces messages. On va bien sûr prendre la suite de cette émission. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Ce matin sur le plateau, je vous accueille Monsieur Tambo, bonjour, bienvenue. Bonjour Eric et merci à toute l'équipe du Zénith 10-12. Bonjour particulier à tous les fidèles clients de Grand Bazar et à tous ces chefs d'entreprise qui continuent à nous faire confiance. Et donc parlons ce matin de l'opération Un citoyen, une moto Lifan. Oui Eric, il s'agit ici de l'opération Un citoyen, une moto Lifan qui consiste tout simplement à acheter une moto Lifan chez Grand Bazar et gagner une autre à travers notre grande tombola qui vous donne la possibilité à 80% de devenir propriétaire de 2 motos en achetant une seule. C'est en fait l'opération Moto pour tous en cette année 2018 qui s'annonce très embouteillée, où nous vous invitons à venir chez Grand Bazar obtenir votre moto avec les modalités de paiement très flexibles. Et donc, quelles sont les raisons de choisir les motos Lifan? Oui, pourquoi vous devez donc choisir notre nouvelle gamme de motos Lifan? Tout simplement parce que son système de refroidissement est automatique. Vous obtenez une garantie de 6 mois ou 6000 km où votre moto est entièrement prise en charge en cas de panne. Le service après-vente donc est situé en Dokoti, non loin des Néo. Alors, vous avez également la très faible consommation de ces motos, seulement 2 litres de carburant en 100 km. Et également, vous avez les modalités de paiement très flexibles, c'est-à-dire que vous pouvez acheter votre moto en plusieurs tranches. Vous pouvez prendre même 1 ou 2 ans pour acheter votre moto, ça dépend de vous. Et à chaque versement dans nos caisses, on vous fait des reçus et vous ne ressentirez jamais le poids qui pèse sur vous quand vous achetez votre moto, Eric. Et donc un mot sur le service après-vente des motos Lifan. Oui, pour tout entretien en cas de panne de votre moto Lifan, nous vous invitons dans notre service
après-vente qui est installé non loin des néons de Coty, au lieu dit exactement ancien CMPS. Notre service après-vente est doté de plus d'une cinquantaine de techniciens chevronnés qui sont chargés de diagnostiquer et vous donner des conseils pratiques pour mieux assurer l'entretien de votre moto afin qu'elle résiste plus longtemps. Notre service après-vente est fragmenté donc en deux équipes. Une équipe qui travaille fixe sur place et une autre équipe spéciale d'intervention rapide qui peut venir vous retrouver où que vous soyez pour vous dépanner. Tout service rendu par notre service après-vente est totalement gratuit et votre moto est entièrement prise en charge en cas de panne pendant toute la période de garantie qui est de 6 mois ou 6000 km de parcours. Nous rappelons ici que la société Grand Bazar a déjà formé plus de 500 techniciens dans sa chaîne de montage et ces techniciens sont éparpillés partout dans nos agences, dans les 52 agences sur toute l'étendue du territoire pour vous servir. Alors il n'est plus question que vous vous trompez, il n'est plus question que vous ayez la peur d'acheter une moto. La vraie marque de l'originalité, ce sont les motos Lifan et nulle part ailleurs. Alors habituez-vous donc chez Grand Bazar parce que nous sommes toujours en train d'enjoy Lifan, enjoy life. Merci. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et voilà, donc enjoy Lifan, enjoy life. On va également enjoy, restons sur le terme enjoy, pour parler de joie et surtout vous montrer la joie que nous avons à vous avoir ce matin avec nous sur le 10-12, le Zénith, avec également vos contributions que vous envoyez avec beaucoup plus également de plaisir. On prend quelques-uns, Florazé. Oui, Eric, il faut pousser un hommage particulier aux enseignants de la région de l'extrême nord qui endurent d'extrêmes conditions de travail, parfois au péril de leur vie. Beaucoup de courage à ces enseignants, surtout ces maîtresses qui s'activent au quotidien. D'accord. Autre message rapidement. Oui, bonjour, je suis Jean-Paul. L'enseignement est un métier à respecter. L'enseignant est un sacrifice. Mon rêve le plus fou, c'est d'être un enseignant. Et j'ai présenté plusieurs fois le concours de l'école normale. Mais ça ne donne pas encore, j'y crois. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci également à tous ceux qui nous font des messages ce matin. Et surtout, on vous donne rendez-vous parce que c'est ici que prend fin cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Rendez-vous donc demain et que Dieu bénisse le Cameroun.